Madame, Messieurs, vous êtes sur Gabon 24. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'actualité gabonaise. Vous le savez, il y a eu cette déclaration il y a moins de 48 heures de la famille de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Et puis, lors de cette déclaration, certaines allégations ont été produites. Qu'en est-il véritablement ? Que se passe-t-il? Que dit la justice gabonaise? Et puis, il y a également que les acteurs de la société civile ont fait une sortie au cours de cette journée pour revenir sur ces éléments, s'opposant sans nul doute à ce qui a été dit par cette famille, mais qu'à côté de cela également, des populations gabonaises n'ont pas hésité à s'exprimer. Sur le plateau de cette émission, il y a comme invité Pierre Mintsa, acteur de la société civile, Monsieur Georges Mpaga, également acteur de la société civile parlant du rôle BG, Aminata, également épouse Mendogo, qui a accepté notre invitation. Dans les studios de la rédaction de Gabon 24, d'autres invités attendent, notamment Gaston Mindungani, et puis celui qui se fait appeler le général du Mapan, une des personnalités publiques au Gabon qui aurait été victime de cette gestion de cette famille Ali Bongo Ondimba au Gabon. Mais avant que de pouvoir permettre à toutes ces personnalités d'intervenir sur ce plateau, je voudrais nous inviter à suivre ensemble 7 éléments qui nous permettent de revenir sur un certain nombre de faits. On regarde et puis on se retrouve juste derrière. Le fait que ces personnes soient en liberté provisoire au niveau du Gabon n'annule pas leur droit de porter plainte pour voir réparer le préjudice qu'elles estiment avoir subi à tort ou à raison, mais qu'elles estiment avoir subi. On peut juste se poser la question de l'opportunité et de l'intérêt d'une telle plainte qui est faite hors du Gabon, alors que c'est un ancien dirigeant gabonais, c'est des personnalités gabonaises qui ont dirigé ce pays pendant longtemps et qui ont une justice dans leur pays. À mon sens, c'est une forme de discrédit, un désaveu de la justice gabonaise. À mon sens, parce que voilà quelqu'un qui a dirigé un pays pendant plus d'une décennie et avec sa famille et qui estime ne pas avoir confiance en la justice de son pays pour lui faire justice. C'est justement la preuve du manque d'intérêt de cette personne, de cette famille, à la justice gabonaise et à la nation gabonaise tout entière. On pourrait penser que ce soit effectivement un moyen de pression ou une tentative pour mettre la pression sur les autorités gabonaises pour obtenir des négociations qui leur soient favorables. Je pense que les autorités gabonaises doivent rester sereines et justement permettre ce débat contradictoire et ce débat transparent pour que les responsabilités soient établies. Dans tous les cas, j'espère que nos autorités ne vont pas céder à cette pression et que la justice française sera totalement indépendante, inflexible et tout à fait dans une dynamique de rendre une... Voilà, on vient de suivre ensemble cette réaction d'un juriste. On parle de cette déclaration. Aminata, Madame Aminata Mendogo, Georges Mpaga, Pierre Mintsa, tous acteurs de la société civile. Vous avez tenu d'ailleurs une déclaration au cours de cette journée. Quelle est la lecture que vous faites de ces propos? Comment se portait le Gabon avant cette entrée en transition? Madame Aminata, en commençant par vous. Comment se portait le Gabon? C'est vrai qu'à cette époque, la société civile que nous sommes portait beaucoup d'intérêt sur la bonne gestion, la bonne gouvernance du pays, mais elle n'était pas si catastrophique. Et vous avez vu qu'après la mort de feu Omar Bongo, les Gabonais ont cru qu'une ère nouvelle devait arriver, une meilleure gestion du pays devait se faire et que les Gabonais devaient mieux se porter. Malheureusement, avec l'arrivée d'Ali Bongo, les choses se sont dégradées très facilement. Dégradées comment? Vous vous souviendrez que M. Ali Bongo, dès son arrivée, nous a organisé des courses des Brésiliennes, des courses de motos, des courses de voitures qui n'avaient aucun intérêt pour la vie des Gabonais.
Et ça l'a démontré même qu'il n'avait aucun intérêt et que ce poste même présidentiel était certainement trop fort pour lui. Parce qu'un président qui arrive, qui est en plus le fils d'un ancien président, il aurait fait mieux que son père. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que Feu Omar Bongo, en 45 ou 50 ans de pouvoir, n'a pas pillé autant le Gabon que Ali Bongo Ondimba. Sauf que quand vous le dites, il y avait quand même des Gabonais qui assistaient à ces événements. Au-delà de tout, j'ai envie de vous reposer cette question. Hein. Qu'il y a des Gabonais qui assistaient à ces événements. Hein. Mais bien sûr, mais il nous a aliénés. Bon, je dis nous parce que moi, je n'ai jamais assisté, j'ai vu ça à la télévision. Mais je me posais la question, est-ce que c'est ce qu'on attend de lui? Et vous savez, moi qui reste dans le domaine surtout de la santé, j'ai été dans tous les mouvements de la société civile, qu'elle soit d'ordre professionnel et autres, nous avons vu qu'en si peu de temps, on a déchanté, on se posait la question, mais finalement, où sommes-nous avec une montée de chômage, l'arrêt de recrutement à la fonction publique, l'arrêt la prise en main de notre économie qui était devenue impossible pour les Gabonais, des nationaux d'accéder à un marché, et avec tout ce que nous avons vu, au point où on se posait la question de savoir que sommes-nous devenus aujourd'hui. Donc, comme le disait Maître Béranger tout à l'heure, c'est vraiment, par rapport à sa déclaration, il a montré réellement qu'il manque d'intérêt même à la justice de notre pays. Parce que très sincèrement, après la chute d'Ali Bongo et son système, les Gabonais voulaient vraiment qu'une commission de vérité et de justice soit mise en place. Parce qu'il y avait trop de douleur, il fallait qu'on se parle, il fallait briser la glace. Nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui a un grand cœur, qui a dit, écoutez, nous sommes tous Gabonais, il faut qu'ensemble nous puissions réparer les fautes qui ont été commises à l'endroit des uns et des autres. D'ailleurs, le peuple n'avait pas commis trop de fautes. La seule chose, c'est que le peuple a été chosifié. Le peuple a été abusé. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Hein? Non, mais c'est l'ensemble des Gabonais parce que je suis quand même acteur de la société civile et nous savons, nous comprenons, nous voyons, nous regardons. C'est quand même grave ce qui se passe aujourd'hui. Regardez le pan de la santé. Quel est ce pays qui peut évoluer si il ne peut pas se soigner dans son pays? Regardez un peu l'invasion des Gabonais vers le Cameroun et la Guinée équatoriale pour des soins. C'est beaucoup d'argent. Et lorsque vous arrivez à Libreville, beaucoup de Langouniers vont à Bongolo. Et ici à Libreville, c'est CHU. Il faut que le gouvernement regarde parce que M. Ali Bongo ne mesure pas, je ne comprends pas son action. Il ne mesure pas la gravité du mal qu'il a fait au peuple gabonais en 14 ans. Il ne mesure pas cela parce qu'il aurait pu se taire. Il aurait pu dire Dieu merci. Parce que vraiment, M. Ali Bongo, les Gabonais voulaient en découdre. En découdre non seulement avec son système, voilà pourquoi l'armée a été bien accueillie, cette transition, mais surtout avec tout ce qu'ils l'ont entraîné là-dedans, parce qu'on ne peut pas comprendre cette haine, ce comportement des Gabonais à accepter tout de Ali Bongo Ondimba. Les hôpitaux... Vous savez que vous avez certainement des images où Ali Bongo vient mentir au peuple qu'en fait, on a eu un hôpital mère et enfant qui va s'occuper des enfants, de la maternité des enfants. Mais c'était qu'un gros mensonge. Regardez, Jeanne Ebori aujourd'hui est plus cher même qu'une clinique. Lorsque vous allez là-bas, vous avez peur d'y entrer parce que vous ne savez pas à quoi s'attendre. Non seulement tout coûte très, très, très cher, mais les méthodes pratiquées à l'intérieur ne sont pas orthodoxes. Et vous avez vu qu'ailleurs, par exemple, à l'hôpital général, où nous sommes tous nés, l'hôpital manque de tout. Il faut tout refaire parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Comment ça s'est passé? Il nous a encore menti. Vous allez à l'hôpital d'Ovendo, c'est la même chose. Donc, les malades vivent dans une chaleur incontenable. L'hôpital est sale. Ce n'est pas croyable, parce qu'il manque de moyens. Tout a été vidé. Ali Bongo a vidé notre pays de toute son essence économique, sociale et culturelle. Nous avons comment un président peut se plaire à faire venir des Brésiliennes dans notre pays, danser à la place publique, comme si on n'avait pas de culture au Gabon. Alors qu'à l'époque de Omar Bongo, au moins, on avait la place de l'indépendance où chaque culture
gabonaises pouvaient se retrouver pour échanger, pour se connaître, etc. Mais on nous fait venir des Brésiliens à quel prix? À quel prix? Donc c'est pour dire que M. Ali Bongo n'a pas encore mesuré, je pense, avec cette déclaration, il n'a pas mesuré le mal qu'il a fait à ce peuple-là. D'accord. J'ai envie de poser la question à Georges Mpaga. Vous qui êtes un acteur également de la société civile, vous avez vécu à votre façon ces 14 dernières années du régime Ali Bongo Ondimba. Quels sont les souvenirs que vous gardez de ce régime? Bon, écoutez, moi je voudrais intervenir sur deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'Ali Bongo est l'incarnation d'un système de corruption politique à grande échelle. Durant ces 2 mandats... Encore que vous n'avez pas les éléments pour le prouver. Non, je vais vous le dire, je vais vous donner les éléments. Oui. Parce que je suis un expert anticorruption. J'ai travaillé comme consultant pour Transparency International. Je travaille avec les mécanismes des Nations Unies, la Convention des Nations Unies contre la corruption. Je dis, ça ne suffit pas pour avoir les éléments pour le prouver. Vous le dites simplement. Je vais caractériser mes propos. Je vais matérialiser mes propos par des faits, par des certitudes et non par des éléments avec des éléments factuels. Donc je disais tantôt dans mon propos liminaire qu'Ali Bongo est l'incarnation, n'est-ce pas, d'un système de corruption politique à grande échelle. Cette corruption s'est matérialisée dans un premier temps par un endettement endémique du Gabon. Lorsque le président Omar Bongo décède, la dette du Gabon, la dette extérieure du Gabon était de 1000 milliards de francs CFA. En 10 ans, en 14 ans, Ali Bongo a multiplié par 10 la dette du Gabon. Cette dette est une dette odieuse qui résulte d'un système de corruption parce que l'argent qui aurait pu être investi dans le développement a été investi dans les éléphants blancs. Nous avons plus de 200 éléphants blancs dans tout le pays. 200 éléphants blancs. Des chantiers inachevés dans tout le pays. Le chantier le plus emblématique étant la baie des Rois, la route Libreville, le Pékin 5 Kango, qui a englouti plus de 1000 milliards de francs CFA. La baie des Rois, plus de 200 milliards de francs CFA. La cité préfabriquée qui était gérée par Liban Suleiman au cabinet présidentiel, 1 milliard de dollars. Voilà des faits qui caractérisent la criminalité de ce régime. C'est un régime prédateur. Le pays, la présidence de la République gabonaise était prise en otage par des intérêts mafieux étrangers. Les Gabonais étaient exclus de la gouvernance. Les éléments les plus emblématiques de cette corruption politique, de l'emprise de la Légion étrangère sur les institutions démocratiques et financières du Gabon, c'est Akombressi. C'est Liban Suleiman. Ces 2 éléments-là sont même poursuivis par la justice française. Encore que ça peut représenter des accusations sans fondement. Non, ce sont des accusations réelles. Il a cassé la cité du 12 mars en prétendant qu'il va nous mettre une cathédrale. Les faits sont établis. Ali Bongo est l'incarnation de la corruption politique, de la faillite de l'état de droit, de pillage de plus de 14 milliards, je vais dire, plus de 10 milliards de dollars ont été détournés. C'est-à-dire, l'argent qui était prévu pour faire des routes, les écoles, les hôpitaux, a été détourné. Et dans les paradis fiscaux, le rapport des Panama Papers prouve clairement l'implication d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo, de Noureddine Bongo, de la famille, du clan d'Ali Bongo, vraiment dans un système de prédation de l'argent public, de détournement à grande échelle des fonds publics. Donc, Ali Bongo est malhonnête. En voulant se non, il faut pas exagérer tout de même. Non, il est malhonnête. En même temps... En voulant se présenter en victime. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'accusation contre Ali Bongo. Malheureusement. Il est accusé. On a trouvé des centaines de milliards de francs CFA dans les domiciles. Les preuves sont là, les images sont là. Des preuves tangibles, matérielles ont été retrouvées, sans compter l'argent qui a été, les ressources qui ont été détectées en France. Des ressources, des biens mal acquis. Ça aurait été bien que vous nous apportez quand même des éléments pour pouvoir justifier les ce que éléments vous dites. Existent. Ouais. Il y a des éléments qui existent à Londres. En Grande-Bretagne, il y a plus de 5
5 biens immobiliers, 5 biens immobiliers qui ont été identifiés. Mais selon nos investigations, plus d'une vingtaine de biens immobiliers. Il y a des biens immobiliers en France, au Maroc, à Dubaï. Tous ces biens ont été documentés parce que la société civile avait déposé une plainte préliminaire. Comme vous le savez, certaines personnes disent que nous sommes des opportunistes. En 2020, la société civile, à travers votre humble serviteur, Marcel Libama, Jean-Rémy Yama, Malanda, nous avions poursuivi Noureddine Bongo pour des crimes financiers à grande échelle. Nous avons poursuivi Noureddine Bongo, nous avons défié le régime. Donc nous ne sommes pas des opportunistes, nous agissons sur des réalités. Donc Ali Bongo est l'incarnation du mal absolu, l'incarnation du pillage de l'État de la paix. Encore que ça, ce n'est que votre avis. Non, c'est de la certitude. Donc nous, ce que nous allons faire... Vous ne pouvez pas parler de certitude, ce n'est que votre avis. Nous sommes là face à des certitudes. Ouais. Parce que nous avons des éléments, des preuves tangibles, étant donné que les plaintes ont été déposées. Au Gabon et à l'international. Ces plaintes sont en cours. Est-ce que vous en avez là, par exemple, des copies de ces plaintes qui ont été déposées? Les plaintes existent. Nous allons les réactiver. Ouais. À partir de lundi prochain, nous allons engager des procédures judiciaires contre Ali Bongo au titre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Parce qu'à travers le trésor public, des faits ont été établis que Ali Bongo a détourné plus de 10 milliards de dollars. L'argent est sorti du trésor public au fait de blanchiment des capitaux. Jusqu'à ce que vous m'apportez quand même sur ce plateau des éléments qui prouvent ce que vous dites, on pourrait accorder tout de même la présomption d'innocence. Mais les enquêtes anticorruption qui ont été menées en France, les biens immobiliers qui existent en France, au Maroc et à Dubaï, relèvent, n'est-ce pas, des preuves tangibles fournies à la justice gabonaise par la société civile. Des éléments importants qui crédibilisent l'action de la société civile ont été apportés à la justice. Il nous appartient aujourd'hui de mettre la pression sur la justice gabonaise afin que Ali Bongo soit poursuivi pour des faits de corruption. 50% des biens immobiliers à Libreville résultent, n'est-ce pas, des immeubles qui ont été construits à Libreville pendant les 14 ans du régime d'Ali Bongo sont le fruit de la corruption. Appartiennent à la famille d'Ali Bongo, de Noureddine, de Sylvia et Ali Bongo. Georges Paga, vous le dites. D'accord, on peut le comprendre. Je vous parle de 50% des immeubles. Vous dites, Georges Paga, mais il faudrait quand même avoir des éléments pour justifier de ce que vous... Mais les éléments existent. Les éléments vont être authentifiés par l'enquête anticorruption que nous allons mener. Parce que l'argent qui a été détourné par le système Ali Bongo a permis de mettre en place ce qu'on appelle le blanchiment des capitaux, système de blanchiment des capitaux. Ce blanchiment s'est traduit, a été manifeste, n'est-ce pas, dans la construction des immeubles à Libreville. Des immeubles. L'argent a été blanchi dans le bâtiment. C'est le bâtiment qui a permis de faire le blanchiment des capitaux. L'argent est sorti du trésor public et a été, n'est-ce pas, par le fait de la corruption, servi à blanchir, a été blanchi vraiment dans de nombreux immeubles à Libreville. 50% de ces immeubles qui ont été conçus pendant 14 ans résultent de ce système de blanchiment des capitaux de corruption. Le blanchiment des capitaux est l'une des caractéristiques, les manifestations les plus scandaleuses, les plus sinistres du système de corruption établi par Ali Bongo. Ce que nous allons faire dans les prochaines semaines, c'est faire une enquête immobilière sur tous ces immeubles qui sont même loués par l'État gabonais. L'État gabonais est victime de ce système. Parce que l'État gabonais loue chez ces receleurs, ces criminels financiers. Encore que ça, c'est vous qui le dites, Georges Mpaga, Pierre Bintsa. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde, on regarde l'actualité, il y a cette déclaration de Mme Sylvia Bongo et M. Noureddine Bongo Valentin. Et puis, je n'irai pas regarder entre les lignes. Mais quel est le regard que cette société civile, aujourd'hui, qui se dit être responsable, porte sur cette déclaration? Merci, M. Agaya. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles que la société civile gabonaise ne se dit pas responsable aujourd'hui. La société civile gabonaise est responsable depuis la nuit des temps. Mais encore, elle est responsable depuis la nuit des temps.
il ressort que quand on essaie de faire la comparaison entre la gestion du Gabon 1967-2009 et de 2009 à 2023, 2023 à 2025, vous constaterez que le Gabon est en dents de scie dans la période allant de 2009 à 2023, en dents de scie. En dents de scie. Pourquoi en dents de scie? Pour la petite histoire, Omar Bongo Ondimba, ce grand homme de l'époque, lui, il avait su gérer le Gabon en tenant compte des sensibilités nationales. Qu'est-ce que cela veut dire? Pierre Mensah, la question, elle est entière. Qu'est-ce que cela veut dire? Je continue. Oui. À partir de 2009, en 2023, au 30 août 2023, Ouais. quel est l'état, je voudrais dire, quelle a été la situation du Gabon au cours de cette période? Première situation, avec Bongo Ondimba, l'administration gabonaise n'était pas locataire dans son propre pays. Avec Bongo Ondimba. 2009-2023, l'administration gabonaise, curieusement, est devenue locataire dans les bâtiments qui ont été construits par la famille Ali Bongo Ondimba et compagnie. Et vous savez combien ça coûte à l'État? Environ 30 milliards par an. 30 milliards. Ce sont les faits réels. 1967-2009, il n'y avait pas autant de jeunes chômeurs au Gabon. 2009-2023, l'usine de fabrication de chômeurs qui est devenue l'université a produit plus de 80 000 chômeurs au Gabon, les jeunes Gabonais. Ils n'ont pas une autre terre de rechange pour pouvoir travailler. Qu'est-ce que la période 2009-2023 nous a présenté comme effet néfaste? Dites-nous, et allons au pas de course, je vous en prie. Effet néfaste. Vous savez, il n'y a que les personnes qui ne pensent pas être, les personnes actives qui ne pensent pas être retraitées, qui peuvent se réjouir du fait que de 2015 à 2023, les retraités civils et militaires du secteur public n'avaient pas de pension. Et ça, ceux-là qui sont spécialistes des claviers aujourd'hui oublient que de cette période-là, leurs parents n'avaient pas de pension et que ces parents ont retrouvé cette pension avec l'arrivée de Brice Clotaire au Ligingema. Les gens oublient cela. Qu'est-ce que nous retenons de cette période 2009-2023? C'est le fait que la cité de la démocratie a été bombardée par les bombes, les armes de destruction massive. Et ça a amené le Gabon à organiser les conférences internationales sous les bâches. Ça, le Gabon retient ça. Et ça a été fait par qui? Pas certainement par Brice Clotaire au Ligingema, mais par ceux-là qui sont là. Mais je voudrais aussi dire au peuple gabonais, revenons un temps soit peu au petit matin du 30 août 2023. Au petit matin du 30 août 2023, n'eût été, je veux dire, la grandeur d'esprit des militaires. Les populations étaient prêtes à aller dans les domiciles de la famille Ali Bongo Ondimba pour en terminer. Les populations étaient prêtes. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Non, les populations étaient prêtes. Vous n'avez pas la preuve de ce que vous affirmez. Les populations étaient prêtes. Les populations étaient prêtes. Mais il a fallu que l'armée, Brice Clotaire au Ligingema, avec ses frères d'armes, pense au Gabon d'abord, à l'esprit nationaliste. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous sommes quand même dans cette déception totale. Vous savez, Bertrand Zibi, pour avoir démissionné, vous voyez, il a payé le prix fort, Bertrand Zibi. Il a été humilié. Vous savez, Séraphin Mundunga, je ne fais pas leur publicité, pour avoir dit à son ami qu'en 2016, nous avons perdu le pouvoir, il s'est transformé en femme et il est parti du Gabon dans la malle arrière d'un véhicule pour pouvoir s'échapper de la mort. Donc, c'est des choses réelles. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un qui a été protégé aujourd'hui
par les militaires, par Brice Clotaire Olignyema. Et vous avez vu, M. Agaya, vous avez les archives ici chez vous. Alors, est-ce que vous n'avez pas vu le président centrafricain aller rendre visite à Ali Bongo Ondimba? Ce n'est pas un Gabonais, mais il a bien dit qu'il était en forme. Vous n'avez pas vu le président angolais aller rendre visite? Ça veut dire qu'il n'était pas séquestré et en même temps aussi, sa famille qui était en détention préventive à la prison centrale n'était pas aussi brutalisée. Mais pour preuve aussi même, la cruche Alianga, il a payé les frais au niveau de la prison centrale. Il a payé les frais. Tony Ondomba a payé les frais. Ils sont nombreux qui ont été mis dans cette prison-là et qui ont été torturés. D'accord. Alors, c'est la question que je vous pose à tous les trois. Concrètement, est-ce à dire qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de détention au Gabon, dans le cas de la famille de Madame Dali Bongo Ondimba et donc Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddine Bongo Valentin, la question de séquestration, de torture, ne doit pas être évoquée? Moi, je vais répondre à cette question. Je pense que Ali Bongo est mal placé pour vraiment évoquer ce type de manifestation en lien avec les violations des droits de l'homme. Le régime d'Ali Bongo a été caractéristique vraiment des violations des droits de l'homme à grande échelle. Beaucoup de prisonniers, notamment des prisonniers politiques, nous en avons enregistré plusieurs dizaines de prisonniers politiques qui ont été victimes de torture, de séquestration, et de meurtre même à la prison centrale. Les preuves sont nombreuses. Nous avons à l'esprit le massacre de la prison centrale en 2016. Il y a eu un massacre. Le 31 août. Vous avez à l'esprit, mais vous n'avez pas les preuves de ce que vous affirmez. Nous avons plusieurs victimes orchestrées par Ali Bongo. Mais vous n'avez pas les preuves de ce que vous affirmez. Nous avons des preuves. Nous avons enregistré, documenté. Et la preuve en est qu'il y a un dossier qui est pendant la Cour pénale internationale qui résulte du travail fait par la société civile. Ali Bongo a ordonné, personnellement, il a supervisé les massacres des Gabonais, des dizaines de Gabonais au quartier général de Jean-Ping. Ça, c'est vous qui le dites. Nous le disons. Nous avons des éléments, nous avons des preuves, puisque nous allons relancer ces plaintes. Cette plainte, elle est pendante devant la Cour pénale internationale. Au nom de la compétence universelle de ce genre de crimes, des crimes contre l'humanité, parce qu'il a été l'auteur vraiment des massacres, l'auteur des exécutions extrajudiciaires, l'auteur des arrestations arbitraires, de violations même des femmes. De quelle arrestation vous parlez, Georges Paga? Arrestation de plus de 1100 personnes. Restez sur votre... Non, je vous dis que nous avons plusieurs plaintes que nous allons relancer. À partir de lundi prochain, nous allons engager des procédures judiciaires nouvelles contre Ali Bongo pour les faits de crimes commis en 2016. À l'issue d'une élection truquée en 2017, Ali Bongo a organisé des massacres. Il a instrumentalisé les forces de défense et de sécurité. Ali Bongo a ordonné des crimes contre les Gabonais. Il a ordonné de tirer sur les Gabonais. C'est vous qui le dites. Il était au quartier général de Jean-Ping. Georges Paga, c'est vous qui le dites. Il était autour du quartier général de Jean-Ping. Il a supervisé les massacres de 2007. C'est un criminel en sursis. Et au nom de la compétence universelle des crimes de sang, des crimes politiques, nous allons donc, en vertu du statut de Rome, nous allons poursuivre Ali Bongo devant les tribunaux français. Encore que je ne suis pas sûr que Mme Aminata pense la même chose. Nous allons demander, puisqu'il est l'auteur de pillage, de vol, de blanchiment des capitaux, nous allons demander la confiscation des biens. A-t-il été jugé, inculpé ou quoi que ce soit en ce qui concerne ce que vous évoquez? Dans notre plainte, nous allons demander la confiscation des biens. Mais il y a eu une Nous avons déposé des plaintes. Madame Aminata. Civile. D'accord. Et c'est sur cette plainte que Sylvia et son fils ont été placés en détention C'est sur la base de cette plainte. Voilà, sur la base de cette plainte, j'ai signé beaucoup de membres. Aidez-nous à comprendre. Il s'agissait de quoi précisément? Mais de tout ce qu'il vient, tout ce qui vient de vous dire. Des crimes financiers à grande échelle, du pillage, des détournements de fonds publics. On va permettre à Mme Aminata du blanchiment des capitaux. Je vous en prie. On va permettre à Mme Aminata de réagir. Oui, je vous en prie. Non, poursuivez Mme Aminata. Je vous en prie. Vous savez, les Bongos, moi, je vais dire que je suis une femme, je suis une mère, j'ai vu des choses inacceptables. C'est-à-dire? Il me revient par exemple le cas de Yama. C'est vrai qu'on pouvait le condamner comme tout le monde, mais quelqu'un qui se retrouve face à une situation de détresse maladive,
où son médecin atteste qu'il faut qu'il soit évacué. On refuse cela. Il perd sa femme. On refuse même qu'il sorte pour se recueillir devant, enterrer sa femme. Et vous dites, donc la vie d'un citoyen n'est pas égale à la vie d'Ali Bongo. Nous avons ici, j'ai reçu des personnes qui sont venues à mon siège dire que mon mari travaillait dans sa cité où il a des animaux, des lions ou quoi là dans des cages, qui ont été dévorés par ces lions-là. Ces personnes aujourd'hui clament justice. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de grave? Et je dis que Ali Bongo n'a pas mesuré là, mais il va lui-même, il nous donne l'opportunité aujourd'hui de réouvrir toutes les plaies des Gabonais. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous subissons est à l'origine d'Ali Bongo Ondimba. Comment comprendre que tout le Gabon, on a attribué plus de combien de titres fonciers? Le Gabon n'a plus d'espace pour construire. Et ça, c'est sous le règne d'Ali Bongo. N'a plus. Et quand vous regardez, ce sont ses amis qui ont eu des titres fonciers, des prêtres non, mais c'est des maisons, des titres fonciers qui appartiennent à la famille Bongo. Et ils sont là. On ne peut pas le tolérer. Les Gabonais qui ont pu, de façon peut-être insoutenable, parce que insoutenable dans le sens qu'ils n'ont pas respecté la procédure. Ce sont leurs amis qui aujourd'hui ont des titres fonciers dans des forêts, ils ne peuvent même pas construire. Je dis, le pays a été mal géré. L'inciviste est né de là. Parce que le président n'avait pas la carrure, je le lui dis. Monsieur Ali Bongo, vous n'avez pas la carrure de diriger un pays. Vous l'avez forcé et l'histoire retiendra ça, puisqu'on a des témoignages des hommes politiques qui l'ont soutenu. Sauf qu'il avait la capacité nécessaire, certainement, puisque autour de lui, il y avait des conseillers. Savez, il y avait... je consens cela, mais je dis, est-ce qu'il avait une projection pour ce pays? Est-ce qu'il avait un rêve? Je ne le pense pas. Parce que changer du jour au lendemain... Il faudrait peut-être aller en France pour lui poser la question à Aminata Mendougou. Mais nous irons. Nous irons. Et quand on voit la bataille qu'il y a eu après entre Feu Mbaobam et Ali Bongo, il n'y avait pas match. L'autre avait un programme soutenu, mais lui n'en avait pas. Et nous disons que Ali Bongo, là, il a frappé là où il ne fallait pas. Parce que nous allons mobiliser le peuple gabonais. Et nous allons leur expliquer que votre mal vient d'Ali Bongo Ondimba. Parce que comment comprendre qu'en 2 ans, un président de transition en 2 ans a pu transformer le pays? Il a réglé les dettes. En ce qui concerne la santé, il a épongé la dette. Nous avons une assurance maladie obligatoire au Gabon, solidaire, que les autres n'ont pas ailleurs. Et aujourd'hui, ça aide beaucoup de Gabonais à se faire soigner dans les hôpitaux. Ça, là, c'est une fierté parce que le président actuel a pu régler la dette. Parce qu'à un moment, c'était insoutenable avec des dettes de plus de 30 à 40 milliards. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, il n'y a plus de plaintes, par exemple? Il y a trop de plaintes, mais ces plaintes viennent de quoi? Il y a trop de problèmes à régler. Je prends le cas de l'hôpital. A-t-on formé combien de médecins? Et ces médecins qui se disent agrégés, ce sont ces agrégés, une élite, ça, qui va jusqu'à signer un certificat médical pour faire reconnaître Ali Bongo comme quelqu'un qui est apte encore à diriger un pays. Dans l'état où il se trouvait, c'est une honte. Je dis la corruption, et ça c'est pour de l'argent. La corruption avait été un niveau où les Gabonais ne pouvaient plus dire quoi que ce soit. Si tu parles, on te met en prison. D'accord. C'est votre avis et nous respectons votre avis, Pierre Minsa, au regard de tout cela. Lorsque l'on parle de la gestion du Gabon sous le régime Ali Bongo Ondimba, avant que de rentrer dans cette déclaration conjointe, Sylvia Bongo Ondimba, Noureddine Bongo Valentin et autres, que peut-on penser aujourd'hui de cette posture d'Ali Bongo Ondimba? Monsieur Agaya, je voudrais que les Gabonais comprennent bien ce que nous sommes en train de dire ici. Je vous en prie. Dites-nous. À Londres. Expliquez. À Londres. Dites aux Gabonais. Parce à Londres. À Londres. Madame Sylvia Bongo Ondimba a acheté une villa qui coûte 60 millions de livres. Il faut que les gens comprennent. 60 millions de livres. Nous avons des preuves. Au Gabon, Madame Sylvia... Sauf que vous n'avez pas fait la conversion en francs CFA. S'il vous plaît. Les techniciens
qui ont pour habitude d'insulter les autres à travers les claviers vont faire la conversion pour comprendre. D'accord. Au Gabon. 70 milliards. Au Gabon. Madame Sylvia Bongo était devenue le président de la République. Oui. Les nominations foufou. Pierre Minta, comme j'aime à le dire, c'est vous qui le dites, Pierre Minta. Non, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas le prouver en même temps. Je souhaiterais que les Gabonais soient honnêtes avec eux-mêmes. D'accord. La période allant de 2018 à 2023, les nominations, les conseils des ministres étaient présidés à distance par Sylvia Bongo Ondimba. Oui. La preuve, il y a eu falsification de la signature. Parce que pour quelqu'un qui était malade, qui ne pouvait pas tenir le bic, il fallait qu'on nous démontre comment il faisait pour signer je voudrais dire, les nominations après chaque conseil des ministres. Il avait été mis en place un réseau qui était contrôlé par la famille Bongo et compagnie. Et à chaque fois, ils avaient la possibilité de faire de vous ce qu'ils voulaient en faire. La faute n'était pas aux Gabonais. Non, à ce temps-là, monsieur Agaya. Alors, imaginez un seul instant. Nous avons appris avec les bourses du Gabon. Les bourses. L'État nous payait les bourses. Qui a coupé arbitrairement ces bourses aux élèves? Il faut que les élèves comprennent. C'est Ali Bongo, sans raison valable. Nous le savons. Souvenons-nous de ce qu'avait dit à l'époque le docteur Akoure Davin. En 7 ans, 2016-2023, ça fait 7 ans. PK5, PK12, 7 km. Ça veut dire 1 km de route bitumée par an. C'est des réalités. C'est vraiment là des réalités. Souvenons-nous de ce que les agents publics aujourd'hui, leurs carrières ont été gelées. S'il vous plaît, Agaya, les mots sont tels que, vraiment, quand on rentre dans ce dossier, les Gabonais qui nous suivent doivent comprendre que nous sortons de loin. Mais il faut encore dire aux Gabonais que le petit matin du 30 août 2023, qu'est-ce que nous n'avons pas dit au profit des militaires? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Et ce qui arrive au Gabon aujourd'hui, c'est parce que Ali Bongo Ondimba et compagnie, et avec ces petits complices de nature à perturber leur république qui sont encore restés au Gabon, savent qu'aujourd'hui, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, il veut procéder à la transformation du Gabon. Et pour donner au Gabon sa souveraineté économique. Et pour que cette souveraineté économique... Que nous ne sommes pas sur ce sujet, je voudrais vous apprendre quelque chose, monsieur Agaya. D'accord. Je voudrais vous apprendre quelque chose. Monsieur Ali Bongo Ondimba est un pion qui est utilisé. C'est un pion qui est utilisé parce que les décisions fortes sont désormais prises au Gabon, à l'exemple de la transformation sur place de notre manganèse, par exemple la révision de l'accord qui lie l'Europe sur le poisson qu'on appelle le thon, par exemple la réduction, sinon la suspension momentanée des exonérations accordées. Vous voyez, c'est autant de problèmes. Alors, quand on va vérifier les exonérations accordées aux entreprises multinationales implantées au Gabon, si on regarde bien, ces exonérations ont été accordées à l'époque de qui? À l'époque de Ali Bongo Ondimba, en complicité avec certains fonctionnaires véreux. Et ça coûte 1000 milliards, plus de 1000 milliards. Imaginez un seul instant que nous mettions fin à cela. Mais à chaque entreprise, la famille Ali Bongo Ondimba est actionnaire. Alors, j'ai envie de vous poser une question, au regard de ce que vous venez de dire, parce que je me permets de rappeler que nous recevons également dans quelques instants M. Gaston Médougani et puis M. Gaël Koumba-Yenoué. Mais en réalité, êtes-vous en train de vouloir affirmer que pour le cas, sinon pour la situation d'Ali Bongo Ondimba, ce dernier chercherait à utiliser une situation judiciaire pour qu'elle soit transformée en situation politique, avec sa famille? Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être clair. C'est-à-dire il faut être clair, Ali Bongo est disqualifié pour se positionner en victime. Ali Bongo est l'incarnation du mal, de la faillite de l'État. Il est l'incarnation même des violations massives des droits de l'homme. Sauf qu'il reste un citoyen gabonais. Son passif le poursuit. Son passif le poursuit. Parce qu'il a dégradé. Il a mis en place un système de répression. Nous étions interdits de sortir du territoire.
plusieurs activistes. Moi, pendant... Certainement pour nous des étions, causes légales. Il a mis en place un système de répression, un système de détention, un système de crimes rituels, un système de crimes politiques. C'est quelqu'un qui a un dossier lourd, un dossier judiciaire lourd. Nous allons le poursuivre en France. Nous allons le traquer. Parce qu'il est disqualifié. Il est Est-ce qu'il n'avait pas commis des actes en rapport avec l'atteinte à la sûreté de l'État? Quels actes nous n'avons posé aucun acte. Ali Bongo nous a persécutés parce que nous l'avons poursuivi devant la Cour pénale internationale pour des crimes commis. Parce que nous avons poursuivi sa famille pour des crimes financiers. Vous avez parlé de Gabonais. Nous avons porté des plaintes contre la famille Bongo, contre Sylvia, comme Noureddine. Nous ne sommes pas intervenus après le coup de libération. Mais avant le coup de libération, la société civile a mené des actions d'envergure au niveau international. À travers Marcona, Grégory Ouamissa. Je parle de la société. Nous ne sommes pas inférieurs. Est-ce que vous n'avez pas été inférieurs avant 2023? Nous défendons la démocratie. Nous défendons l'état de droit. Nous défendons la vérité. La vérité sur les faits. Laquelle des vérités? La vérité, c'est que Ali Bongo est l'incarnation du mal absolu. Ali Bongo a tué, assassiné, a pillé l'État. Ali Bongo est un président qui avait... Au titre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, puisque l'État gabonais, le Gabon est État parti, nous allons le poursuivre en France. Au titre de la Convention des Nations Unies. D'accord, ça ce sont des projets. Non, ça ce sont des projets. Vous avez dit qu'Ali Bongo est gabonais, M. Agaya. Mais il ne l'est pas, il est le seul gabonais. Je vais terminer sur ce propos. Nous allons dès la semaine prochaine faire agir ce qu'on appelle la coopération et l'entraide judiciaire internationale. Au titre de l'article 52 sur le recouvrement des avoirs, le produit du crime. Parce que l'argent détourné par Ali Bongo au Gabon a été blanchi en Angleterre, à Dubaï, en France, au Maroc et, je vais dire, à Singapour. C'est ce qu'on appelle le produit du crime. Le produit du crime est sur deux volets. Le volet des flux financiers illicites sortis du trésor public. Et il résulte aussi du blanchiment des capitaux à travers les biens immobiliers achetés dans ces différents pays et qui se comptent par dizaines. Donc Ali Bongo est l'incarnation du mal absolu, de la faillite de l'État, de la dégradation des finances publiques. C'est encore que ça, c'est votre avis. Et je respecte votre avis. C'est quelqu'un qui est disqualifié pour attaquer le président Oligui. D'accord, c'est votre avis. Je termine mon propos. Je vous en prie, 5 secondes pour permettre à Mme Aminata de réagir. Il est disqualifié pour attaquer le président démocratiquement élu du Gabon qui bénéficie du soutien total, écrasant des Gabonais. Nous allons défendre la démocratie, nous allons défendre le chef de l'État parce qu'il incarne la légitimité et le redressement du pays. Ce que nous allons demander au président solennellement, c'est qu'il laisse la société civile et la justice mener les enquêtes sur les biens mal acquis au Gabon et à l'international. Nous allons coopérer avec l'État gabonais parce que la société civile est l'acteur principal de la lutte contre la corruption à l'échelle globale, à travers Transparency International. Donc nous vous annonçons que dès la semaine prochaine, nous allons lancer des procédures judiciaires. Nous allons contre-attaquer Ali au Gabon. Nous allons enchaîner les plaintes contre Ali au Gabon. Nous allons même faire un appel à témoins. Des plaintes anticorruption et des plaintes pour des crimes commis en 2016. L'autre facteur, en ce qui concerne les plaintes, vont être déposées à Londres et à Paris. Parce que ça allait dans ces deux capitales, dans ces deux villes européennes, que le blanchiment des capitaux, le produit du crime est le plus emblématique. D'accord, on comprend parfaitement ce que vous dites. Madame Aminata. Vous avez dit tout à l'heure qu'Ali est gabonais, il faut le prouver. À travers les actes qu'il a posés contre ce pays, nous posons la question si... Non, malheureusement, Madame Aminata, on parle quand même d'un ancien chef d'État. Au-delà de tout, je vous en prie. Monsieur Bengonsi l'avait dit en pleine audition à la Cour constitutionnelle. Monsieur Ali Bongo Ondimba avait 3 actes de naissance. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est vrai, c'est un pays. Malheureusement, vous n'avez pas les éléments pour les prouver. Mais je vous dis les éléments parce que moi, en tant que producteur, j'avais réalisé une émission. D'accord. Sur la pêche. Ouais. Et j'ai fait cette émission parce que je voulais comprendre pourquoi les Gabonais ne s'intéressaient pas au métier de la pêche. Et quand je suis allée au pont Nomba, tous les Nigériens qui faisaient de la pêche, et parce que le gouvernement, il y avait trop de morts dans l'eau, ils m'ont dit ceci, et ça a été enregistré. Et j'ai failli perdre ma vie pour ça.
Ils ont dit, si vous nous chassez du Gabon, on va avec notre frère. J'ai dit, votre frère, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Et c'est qui votre frère? Ils ont dit, Ali Bongo Ondimba est notre frère. Si on nous chasse du Gabon, on repart au pays avec lui. Et cette émission a été diffusée sur Radio Gabon. Et le technicien et moi, on a failli perdre notre vie. Le technicien a dit, mais moi j'ai trouvé une émission dans la boîte et je l'ai diffusée. Les gens étaient tellement intéressés qu'ils ne suivaient même plus le téléphone parce qu'on lui demandait d'arrêter l'émission. Et le lendemain, c'était la fatale. C'est un inspecteur qui me dit, madame, c'est ce qui a tué Rinjambé. Ça là, que les Nigériens viennent, c'est ce qui a tué Rinjambé. Dites à toute votre famille que si vous disparaissez, ce serait le système Ali Bongo Ondimba. Et moi, j'ai été entendue. Madame Aminata Mendogo, nous n'avons pas de preuve de ce que vous affirmez. Mais la preuve, c'est vous dire que le problème de l'acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba a été posé par les Gabonais. Sauf que et les actes qu'il a posés aujourd'hui, il avait comme des comptes à rendre aux Gabonais. Ça reste un ancien chef d'État. Mais non, il a réglé des comptes aux Gabonais. Même à sa propre famille. Il a réglé des comptes aux Gabonais. On ne peut pas faire ça à un pays, un peuple qui fait des vues, qui t'a tout donné. Et en plus, enfant des chefs d'État, beaucoup de Gabonais ne voulaient plus, même au PDG, que le fils remplace le père, entre guillemets, puisqu'il a été dit publiquement qu'Ali Bongo n'avait pas d'acte de naissance. Il avait 3 actes de naissance. Alors, devenu président, il vient régler des comptes aux Gabonais. Il a refusé même. Il a fait d'un Béninois directeur de cabinet dans un pays souverain. Tu prends un ami, quelqu'un qui est venu à côté, qui portait les valises d'un Gabonais, il vient faire de lui au Gabon un directeur de cabinet. Et la suite, c'est celle qu'on a connue. La misère. Au Gabon, tout le monde disait, tous ceux qui viennent d'ailleurs disaient aux Gabonais, je suis plus Gabonais que toi. Ça, c'est plus qu'une insulte. On avait perdu notre souveraineté. On avait perdu notre dignité à cause d'Ali Bongo Ondimba. Et je suis prête. Je suis prête parce qu'il y a eu trop de protégés dans ce système. Voilà pourquoi les Gabonais ont voulu qu'on mette en place cette commission pour laver nos cœurs. On n'a jamais eu tant de mal en 14 ans de règne d'Ali Bongo Ondimba. Et le fait que lui, sorti du Gabon, nous nous posons la question, est-ce que c'est parce que le président actuel veut vraiment amener notre pays à se développer? Parce qu'on ne comprend pas cette rage. Quelqu'un qui empêche le peuple de vous régler les comptes. Quelqu'un qui permet même, malgré votre condamnation provisoire, de partir avec votre famille. Et aujourd'hui, c'est ce qui le rend au Gabon, parce qu'il ne s'adresse pas à ce que les Gabonais doivent comprendre. Ce n'est pas au président Ligui qui s'attaque. Il s'attaque au peuple gabonais. Parce que c'est une insulte, c'est une haute trahison. Il devrait se taire, parce que nous avons tous les preuves de ce qu'il a fait contre ce pays et contre les enfants de ce pays. Alors, j'ai envie de vous poser une question avant que de passer à une pause et de permettre également à d'autres invités de nous rejoindre, notamment ceux qui ont été victimes de cette gestion sous Ali Bongo Ondimba de l'appareil étatique. Lorsque cette famille parle de séquestration, parlons par exemple d'Ali Bongo Ondimba qui parle de séquestration, Pierre Mintsa, il vivait finalement, bien. Est-ce une vérité? Monsieur Agaya. Comment qualifier cela? Monsieur Agaya, souvenez-vous que le président centrafricain était passé au domicile d'Ali Bongo Ondimba. Oui. Le Pendant médiateur. la transition. Pendant la transition. Oui. Ouais. Le président angolais aussi était passé. Ça aurait pu être une mise en scène, Pierre Mintsa. Ce n'était pas les mises en scène. Je vous en prie. Ce n'était pas les mises en scène. D'accord. Et juste après, vous avez même vu la maman aller voir son fils. Et elle avait appelé... De qui parlez-vous quand vous dites la maman? La Patience Labani. D'accord. Qui s'est déclarée la mère... Patience Labani, elle était allée voir son fils. Et là, elle avait dit « champion ». Pourquoi nous avons tendance à oublier ces belles images-là? Le Commonwealth était même passé aussi. Nous avons des déclarations de ces hauts responsables. Alors, est-ce que M. Ali Bongo peut parler de séquestration aujourd'hui? La réponse est non. Et Brice Clotaire Oléguingema, à l'époque président de la transition, avait subi l'interview au cours de laquelle on lui posait cette question-là. Il disait, allez-y regarder si Ali Bongo Ondimba est séquestré. Ça n'a jamais eu lieu. Et si quelqu'un doit parler de la séquestration, est-ce que c'est Ali Bongo Ondimba qui doit en principe parler de cela? Je vous ai cité ici Séraphin Mundunga.
Renaud Aloakoué, Bertrand Zibi, Landry Washington, Justin Bilangoy, Grégory Ngouaminsa, qui est mort. Grégory Ngouaminsa. Donc c'est autant de personnes. Je dis bien autant de personnes. Vous voyez? Donc ces personnes-là peuvent nous dire ce qu'elles ont subi à la prison centrale. Parce que instruction avait été donnée de mettre ces personnes. Nzibabo a fait peut-être 3 ans sans voir la lumière. La lumière. Nzibabo Bertrand. Il a fait 3 ans sans voir la lumière. S'il vous plaît, dites-le quand même dans un langage que les Gabonais pourraient comprendre. Vous parlez de Bertrand Zibi. Il était enfermé avec les fous. Est-ce que lui, il était en prison avec les fous dans sa maison là-bas? Donc, quand on parle, mais M. Agaya, la période 2019-2022, sinon 2021, avec Covid, les fonds issus de Covid-19 ont été gérés par qui? Par Sylvia Bongo Ali. Par qui? Je continue. Je vous en prie, pas de course. On va permettre à d'autres invités de nous rejoindre sur ce plateau. Oui. Si nous devons faire le bilan de ces fonds, obligatoirement, on saura qui a réellement géré les fonds Covid. Donc, les gouvernements de l'époque doivent obligatoirement nous faire le rendu de la gestion de ces fonds. Oui. Autre chose. Parce que c'est lié à beaucoup de personnes. Monsieur Agaya, dans votre famille, vous avez des retraités, n'est-ce pas? Oui. Merci. Vous savez comment étaient traités vos papas et mamans retraités avant l'arrivée de Brice Clotaire ou de Nguema? Ils n'avaient pas de pension. Leur pension partait dans les poches de qui? De qui? Mais honnêtement, je vous assure que le jour que Hervé Patrick Opianga m'a appris pour me présenter au haut commissaire, et nous avons été reçus par Michel Essongué, j'ai vu Jean Eléendon pleurer ce jour-là. J'ai vu les larmes de Jean Eléendon quand on a établi, je voulais dire, la vie que mènent les retraités du secteur public. Jean Eléendon a pleuré devant nous. Et j'ai été gardé au B2 pendant 2 semaines parce que je défendais le dossier des retraités sur instruction des gouvernants en place. Et ils ont dit à Opianga, on va te régler les comptes parce que c'est toi qui as osé amener Minsa rencontrer le dignitaire de la République, Michel Essongué. Qui a fait tout ce mal-là? Aujourd'hui, quand les gens nous voient parler, il y a certains qui se permettent quand même de dire les choses qui ne doivent pas être dites parce qu'ils oublient ce que nous avons dit au petit matin du 30 août 2023. Au 30 août 2023. Mboulbeka est où aujourd'hui? Vraiment, Mboulbeka. Pourquoi vous voulez oublier tout ça là? Mboulbeka est où? Il a été tué. Il n'est pas tombé malade. Et puis, il n'est pas mort par maladie. Il a été tué. Ils sont nombreux qui ont été tués comme ça. Bon, quand on parle maintenant de séquestration, on parle de ceci, on parle de cela. Ce que nous devons faire là aujourd'hui, nous devons mettre en place une opération qui va consister à récupérer tous les biens mal acquis. Parce que notre trésor public n'avait plus pour domicile le domicile du trésor. Le trésor était à la présidence. À la présidence, c'est vous que le dites. Oui, Georges Baga. Allons-y, pas de course, puisque nous arrivons à la pause de cette émission et permettre à d'autres invités de nous rejoindre. Que penser lorsque Ali Bongo et les siens parlent de séquestration? Mais Ali Bongo, je le disais, est disqualifié. Ali Bongo lui-même est celui qui a mis en place un système d'enlèvement, un système d'enlèvement. Les gens étaient enlevés, séquestrés, kidnappés. Il a mis en place un système de kidnapping. Beaucoup de personnes étaient kidnappées dans des domiciles privés. Georges Baga, une fois de plus, vous n'avez pas de preuves. Nous avons le professeur Mathieu a été kidnappé à 3 reprises. Kidnapping. Deuxièmement, Ali Bongo a organisé le massacre de centaines de Gabonais au QG de Jamping. Et pendant toute la période de la crise post-électorale, pendant 3 jours, des centaines. Je n'ai pas terminé, M. Arrête. Donc, il a mis en place un système de crime,
d'enlèvement, d'exécution extrajudiciaire documentée. Plus de 160 personnes, 175 personnes ont été victimes d'Ali Bongo. Nous avons la liste de toutes les victimes d'Ali Bongo, des assassinats, des arrestations arbitraires. Il a organisé vraiment la persécution politique des opposants. Il a organisé la persécution politique des jeunes, des femmes. Il a instrumentalisé les institutions démocratiques du Gabon. Il les a perverties. Il est le symbole de la perversion de l'État de droit. Mais le système donc ce monsieur est complètement disqualifié. C'est un criminel notoire qui n'échappera pas à la justice. Il sera condamné au Gabon. Nous allons multiplier, amplifier les plaintes dès la semaine prochaine. Nous irons à l'étranger pour le traquer. Parce qu'il a un dossier qui est pendant devant les tribunaux français, devant les tribunaux américains et même à la Cour pénale internationale. Il n'échappera pas à la justice. Ce qu'il raconte là, c'est des histoires. Monsieur Agaya. Il n'est pas crédible. Ces actions, les actions d'Ali Bongo, les prétentions d'Ali Bongo ne sont pas acceptables pour nous les victimes. J'ai été victime d'enlèvement. Bébé Zibi et autres. Nous avons été tous victimes d'enlèvement, de séquestration. J'ai vécu avec traumatisme le 31 août 2016. J'étais témoin des massacres d'Ali Bongo. Est-ce que vous avez été victime d'enlèvement? J'ai été victime, j'ai été arrêté, séquestré, emprisonné. Où? Par Ali Bongo. Par Ali Bongo, quand j'ai organisé une marche contre les crimes rituels. Parce que nous considérions que Ali Bongo et son régime reposaient leur gouvernance sur les crimes rituels. Il a protégé de nombreux dignitaires de son régime qui étaient impliqués dans les crimes rituels. Effectivement, il y a cette protection, il a protégé les criminels. Il a instrumentalisé la justice. Il a corrompu la justice pour que la justice... Il a pris en otage l'institution judiciaire. Au point que les enquêtes n'aboutissaient pas, les enquêtes criminelles, les enquêtes sur les crimes financiers, sur les crimes rituels. Il a persécuté même les gens de son camp. Il les a séquestrés à la prison centrale. Brice, comment il s'appelle, Alianga, est une victime. Il a violenté ce monsieur. Ce monsieur a été victime. Justin Ndonangoy, Landry Amiang Washington. Ils sont nombreux, les victimes du système criminogène d'Ali Bongo. D'accord. Vous vous souviendrez, M. Agaya. Je vais terminer en disant que nous allons poursuivre, nous allons défendre la démocratie, défendre l'état de droit, défendre le nouveau leadership politique qu'il y a au pays. Le général Oligui, le président Oligui est un homme exemplaire qui est en train de transformer radicalement le pays. Et le frère Minsa a parlé tout à l'heure de l'exercice de la souveraineté économique du Gabon qui est en train de s'étendre, notamment sur le minerai critique, je vais dire le minerai de transition principal, le manganèse. Le Gabon va désormais transformer son manganèse avec une valeur ajoutée qui va augmenter seulement les capacités économiques de nos entreprises et générer des emplois. Nous saluons cette initiative. Également la rupture du contrat lyonnais avec l'Union européenne. Le pillage des ressources halieutiques du Gabon, il a dit non. Donc nous soutenons les réformes du président de la République et ces réformes dérangent l'oligarchie internationale, y compris l'oligarchie judiciaire. Qui utilise Ali Bongo pour à Mme Aminata Mendogo de donner son mot également avant la fin de cette partie. Oui, c'est-à-dire que j'ai été choquée pendant le mandat d'Ali Bongo Ondimba de voir ces femmes gabonaises qui voulaient simplement vendre dans leur pays pour nourrir leurs enfants, frappées violentées par la police parce qu'elles voulaient vendre. Ils ont mis ces femmes gabonaises, leurs mamans, leurs sœurs, nues à la gare routière. Ensuite, transportées au commissariat de police central, nues, les faire descendre nues, les filmer et envoyer, mettre ça sur Facebook. Et Ali n'a jamais, il n'a rien dit. Mais c'est lui qui les a envoyés. Il ne s'est même pas prononcé. Mais bien sûr, c'est lui qui les a envoyés. Mais bien sûr, enfin, c'est un acte grave. C'est un acte grave. J'ai jamais entendu dans un pays africain, même européen, où on frappe les gens les mains nues, on les trimballe dans les voitures. Elles ont même fait le tour de Libreville, dans les voitures de police. Après, ils sont descendus au commissariat central, filmés nus de la descente de ces Iveco.
et balancé sur les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ali Bongo Ondimba n'a rien dit. C'est la société civile, moi, qui ai organisé une marche de contestation pour dire non à ce genre d'acte. Il faut préserver la dignité de la femme. Aujourd'hui, nous avons un président qui respecte tout le monde, les handicapés, les jeunes, les femmes, les vieux. C'est un symbole, un signal fort. De transformation du pays. C'est un signal fort. Mais Ali Bongo, à son époque, il a accepté qu'on mette les femmes nues. Nul. Mais la preuve, ils ont signé la loi. Alors, on doit aller au lit. Que peut-on retenir inhumain. lorsque l'on parle de cette séquestration dite par Ali Bongo Ondimba? Ce sera la question qui sera posée pour la suite de cette émission dans une poignée de secondes seulement avec nos invités, ceux qui ont accepté de venir débattre de cette question importante. On parle de la famille Ali Bongo Ondimba, une réécriture mensongère de la transition. Point d'interrogation. Est-ce que Sylvia était nue? Il fallait qu'on la mette nue au tribunal? De retour sur ce plateau de cette édition spéciale consacrée à l'actualité gabonaise, nous ont rejoint Gaston Mindungani, il est acteur de la société civile et homme politique. Il y a également monsieur Gaël Ayoun Koumba qui nous a également rejoint. Georges Paga reste des nôtres. Messieurs, cette actualité en rapport avec la famille Bongo Ondimba Ali. On parle bien sûr de madame Sylvia Bongo et de monsieur Noureddine Bongo Valentin. Je me permettrai de parcourir quelques lignes de cette déclaration pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant. À la veille du coup d'État militaire du 30 août 2023, notre famille entière, jusqu'au plus jeune enfant âgé d'1 an, a été kidnappée et prise en otage. Ensuite, un autre paragraphe, notre détention provisoire de près de 2 ans s'est déroulée en isolement total entre une cellule entièrement vide de la prison centrale de Libreville et un bureau de la garde républicaine au sous-sol du palais présidentiel, 6 étages en dessous des appartements du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce sont là les propos contenu dans cette déclaration et je peux d'ailleurs poursuivre. Le pouvoir en place prévoit de nous condamner par contumace lors d'un faux procès dans un futur proche afin de légaliser la saisie de nos biens. Notre détention arbitraire et la prise de pouvoir par la force. Or, nous avons accumulé de nombreuses preuves audio et visuelles irréfutables que nous remettrons à la justice française. Voici là quelques lignes contenues dans cette déclaration qui fait couler beaucoup d'encre et de salive tant dans l'opinion nationale qu'internationale. Avant que de vous passer la parole, Georges Paga, je me retourne vers vous, Gaston Mindungani. Lorsque vous avez été informé de cette actualité, qu'avez-vous pensé en tant que citoyen gabonais? Moi, je pense que quand le plus souvent on n'a plus rien à dire, vaut mieux se taire. C'est-à-dire, c'est que Madame Sylvia Valentin, parce qu'au tribunal, elle a bien dit qu'elle ne s'appelait pas Sylvia Bongo Ondimba. Elle a montré qu'elle avait perdu tous ses sens. Moi, ce qui me surprend, c'est que je me demande comment ça se fait-il que Sylvia Valentin a retrouvé ses sens. Puisque quand on voyait les images au tribunal, elle n'arrivait pas à parler, elle semblait être une personne qui était perdue, une folle, bon, enfin, comme si c'était une folle ou comment. Bon, je me demande, donc c'est la sortie du Gabon qui l'a permis d'avoir maintenant les facultés morales bien physiques. Moi, je pense qu'à partir de là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'elle ne devait pas intervenir. Parce qu'elle a pillé le Gabon, elle ne devait pas intervenir. Elle a rendu des mauvais services aux Gabonais, elle ne devait pas intervenir. Elle nous a amené la pédophilie au Gabon, elle ne devait pas intervenir. Encore ça, c'est que vous qui le dites. Non, mais parce que Gaston Mindungani, je connais les députés, que je ne vais pas citer leurs noms, qui ont été blâmés parce que ceux-là ont refusé de voter le oui
pour donner l'autorisation à des personnes de devenir, je pense que le mot est très gros, de devenir les ramasseurs de pièces. Parce que quand tu ne ramassais pas les pièces, tu n'étais pas quelqu'un qui était considéré. Et bon, quand on regarde bien, il y a encore des complices qui sont ici encore au Gabon. Ce sont les mêmes qui courent demain. On va revoir derrière le champion, ils courent demain. Ils étaient dans un regroupement appelé, pas tous qui étaient mauvais dans le regroupement appelé la GEM. Je connais un qui m'a menacé à l'aéroport de Koulamouto, que je peux trouver des preuves contre toi pour t'envoyer en prison. Il vit au Gabon. Il sait de quoi je parle. Ce sont quand même des informations graves. Mais c'est sérieux. On était à l'aéroport de Koulamouto. Il m'a dit, je peux fabriquer des preuves contre toi pour t'envoyer à prison. Parce qu'il était l'homme fort à côté d'un directeur de cabinet de quelqu'un. Donc moi je pense qu'à partir de là, Sylvia ne peut pas parler. Elle doit se taire. Elle a déshabillé les femmes gabonaises, frappé les femmes gabonaises à la gare routière, les a traînées dans un véléra et tout ça. Logiquement, elle doit fermer Mais Gaston Ménougali, je poursuis cette déclaration. Nous n'accepterons pas d'être condamnés pour des crimes que nous n'avons pas commis. Bon, je pense qu'à partir de demain, vous êtes journaliste, à partir de demain, il faut faire le recensement de tous les immeubles qu'il y a au Gabon pour trouver quels sont ces propriétaires-là. Les immeubles qui sont sortis de terre il n'y a pas longtemps. Là. Il faut aller aussi regarder les titres fonciers, des prête-noms. Moi, je pense qu'elle doit se taire, logiquement. Je ne pense pas qu'elle s'appelle Sylvia Bongo Ondimba. Mais que dire, puisqu'on parle quand même de l'ancienne première dame du Gabon. Mais non, je vous en prie. Elle a dit au tribunal qu'elle ne s'appelait pas Sylvia Bongo Ondimba. Elle l'a dit au tribunal que ce n'était pas elle. Et puis on nous a montré ces images-là. Il y a même des fonds sonores. Elle a dit qu'elle ne s'appelait pas Sylvia Bongo Ondimba. Normalement, elle doit remercier les militaires. Elle doit remercier le général Brice Kotter Oligui Nguema, président aujourd'hui, le président Brice Kotter Oligui Nguema, d'avoir permis, la justice a permis d'accepter la demande de ses avocats. Soi-disant, elle est partie pour des soins médicaux. Les soins médicaux, ce sont les plaintes maintenant. Et puis, si tu fouilles bien derrière tout ça, là, en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui est derrière ça? C'est parce qu'on a dit que le manganèse doit être maintenant transformé au Gabon. Qu'est-ce qui court derrière ça? C'est parce que les permis pour l'exploitation, pour la pêche sont bloqués. Qu'est-ce qui coûte derrière ça? Parce qu'on a dit que désormais, les ondations au niveau de la douane, on doit d'abord les suspendre pour regarder clair. Qu'est-ce qui coûte derrière ça? Ils sont allés, ces Européens-là, bousculer la Guinée équatoriale. Comme ils ont vu qu'Obiangema Bazogo a embrassé son fils, son collègue président, mais son fils, ils trouvent qu'il faut créer d'autres problèmes. Moi, je pense qu'arrivé à un certain temps, il faut faire en sorte que nous soyons comme les gens de nos amis du Mali et tout le reste, qu'on chasse tous ces Européens-là ici au Gabon, qu'on reste entre nous Africains parce que... C'est peut-être trop de le dire. Mais non, les Gabonais qui ont des femmes européennes doivent comprendre qu'ils ont fait des erreurs. Parce que ces femmes vont partir un jour et les traîner dans la boue. Sauf que Gaston Ménougali, permettez-moi de vous le rappeler, dans cette déclaration, Madame Sylvia Bongo précise ceci. Et puisque la justice gabonaise est aux ordres, alors nous n'hésiterons pas à nous défendre sur la place publique. Preuve à l'appui. Vous savez pourquoi elle le dit? Dites-nous. Parce qu'elle avait mis la justice aux ordres. Parce que c'est elle qui était président de la République du Gabon, après l'AVC de M. Ali Bongo Ondimba. Parce que c'est elle qui nommait les gens. Parce qu'elle pouvait punir un procureur. C'est pourquoi elle le dit. Mais avec Oligui Nguema, ce n'est pas le cas. La justice ne peut pas se permettre de faire ça. Parce que ne peut dire à l'autre que tu es un fumeur de chambre, c'est que celui qui fume. Bon, parce que celui qui ne fume pas ne connaît pas comment on fume le chambre. Donc si elle le dit, c'est qu'elle pratiquait ça depuis longtemps. Parce que je vous ai dit que j'ai été menacé. Qu'on devait m'arrêter. J'étais obligé, je ne cite pas le nom, de marcher à côté de mon oncle, mon grand frère. Quand on descend de Franceville, on veut m'arrêter. Je peux prendre des témoins. On voulait me prendre à Koulamouto, au domicile de mon frère. Après, c'est madame le gouverneur, elle est gouverneur ici à l'SUM maintenant, qui a blâmé les militaires qui voulaient m'arrêter à Koulamouto, madame Likouba. Oui, on comprend aisément que vous parlez de madame... mais je sais de quoi je parle. Ouais. Je sais que ces complices ne sont pas partis. Tous ceux qui étaient là, ils veulent encore aller tourner derrière le président Oligui. Cette bande de malfaiteurs qui ne passaient leur temps qu'à faire du mal aux autres. Quand tu n'es pas bien avec eux, puisque moi je n'étais pas dans leur groupe, le groupe des ramasseurs de pièces. Vous connaissez les PD?
Ah, je vous en prie, nous sommes à la télévision quand même. Donc, tout de même. en réalité, c'est le pouvoir de passer leur temps à faire du mal. C'est qu'elle dit là, c'est ce qu'elle faisait. Ils sont pleins là, ils sont tout de même beaucoup déjà derrière le président, ils viennent faire le sale malheur parce que tout ça, ils pensent que Oligui ne les connaît pas. Quelqu'un qui a été longtemps directeur général des services spéciaux. Vous savez, la carte pleure dans de l'eau, on ne voit pas ses larmes. Et puis, il faut faire en sorte que les gens comme nous, si on meurt, il ne faut pas qu'un arbre vienne pousser là. Parce que si ça s'éclate, on sort beaucoup de choses et tout le monde va fouiller. Il y en a qui sont là toujours, le roi est mort, vive le roi. C'était les accompagnateurs de Sylvia, ceux qui soulevaient les sacs. Moi, je n'ai jamais soulevé le sac de Sylvia. Je n'ai jamais, pendant qu'ils étaient là, je ne suis jamais venu prendre l'argent à la présidence. Ceux qui prennent l'argent à la présidence. Il faudrait qu'ils viennent maintenant de dire, témoigner, puisqu'ils ont des preuves de vol de Sylvia. Pourquoi ils ne viennent pas témoigner que Sylvia était voleuse et tout ça là? Pourquoi ils ne viennent pas dire la vérité? Je vous en prie, on ne va pas porter des accusations gratuites. Mais non, tout de même. mais non. Moi, Gaston Minougani. Ce que je suis en train de dire, Ouais. ce qu'elle est en train de dire là, c'est une vérité. Comment elle peut insulter les magistrats gabonais? Et c'est ça, c'est logique. Les magistrats qu'elle a travaillé avec eux, pendant ce temps, ces magistrats gabonais qu'elle est en train de dire que... Mais les magistrats doivent porter plainte à Sylvia Bongo Ondima. Mais où est le syndicat des greffiers? Où est le syndicat des magistrats? Il faut me faire la copie là. Demain, je vais aller les remettre ça. Syndicat, vous êtes où? Je suis sûr qu'ils l'ont, Gaston Je ne Minougani. suis pas convaincu. Faites-moi la copie. D'accord, on vous fera la copie et je demande à mon équipe de réalisation de vous la faire. En même temps, je poursuis encore une autre ligne. Le sort qui a été réservé à notre famille est d'une cruauté criminelle. Parce que c'est le sous-sol Et nous qu'elle nous avait battrons jusqu'au bout pour que vérité soit connue et que justice soit faite. Gaston Minougani, avant que de passer la parole à Gaël Le sous-sol Koumba. qu'elle parle, c'est le sous-sol qu'elle mettait les autres. Parce que le président Oligui n'a pas connaissance de ce sous-sol. Il faudrait que Sylvia montre là où se trouve ce sous-sol. Elle parle à l'étranger, qu'elle vienne au Gabon, puisqu'elle vient montrer là où se trouve ce sous-sol-là. Mais la justice qu'elle parle là, ne vous en faites pas. On va porter plainte à Sylvia Bongo Ondimba et son fils. On va porter plainte à leurs amis. Il y en a qui vivent encore ici, à Libreville. Les prêtres non là. Dès lundi, j'ai dit au président Paga, on doit recenser les immeubles. On dit le titre foncier, on ne montre pas ça aux gens, c'est caché, c'est défendu. Non! Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, donnez les instructions aux conservateurs, on doit connaître les propriétaires des titres fonciers. Il faut que ça se fasse. Parce que ce qu'elle dit là, justice serait faite, oui, elle serait condamnée. Ouais, mais ça c'est vous qui le dites, vous n'êtes pas la justice tout de même. Gaël Koumba Ayoun, je vous repose encore la même question en repartant dans ces lignes. Le sort qui a été réservé à notre famille est d'une cruauté criminelle et nous nous battrons jusqu'au bout pour que vérité soit connue et que justice soit faite. Lorsque vous entendez ces mots, vous qui avez certainement vécu également un certain épisode. Ben oui, il faut dire que c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Qu'est-ce que ça veut dire écoutez... Laissez-moi Ouais, laissez-moi parler. Ouais. En fait, pour ma part, vous savez, il y a un proverbe chez nous, les Pounou, qui dit que, en fait, c'est comme si quelqu'un allait, il venait, donc un pyromane qui arrive, qui met le feu et qui court au village, allait dire venez au feu. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Madame Sylvia ou encore Nourdine, nous tous, nous savons, tout à l'heure j'ai suivi la première partie du débat, c'est vrai qu'aujourd'hui, les 14 ans de règne, la responsabilité, elle est une responsabilité présidentielle, donc en réalité, Ali Bongo est le seul comptable de tout ce qui s'est passé. Mais nous tous, nous savons pertinemment que lors du dernier voyage d'Ali Bongo, c'était la fin avec le Gabon. C'est-à-dire, lorsqu'il allait à Riyad, à partir de là, Ali Bongo a cessé d'être président du Gabon. Et que tout ce qui s'est passé derrière, c'était... oui, ça c'est vous qui le dites. Nous savons. Ah, nous savons tous. pour nous, la presse, quand même, on sait que c'était des décisions Aujourd'hui, présidentielles. Aujourd'hui, Ali Bongo, lorsqu'il est resté dans son exil feutré à la Sablière, tout le monde savait que Ali Bongo est invalide et tout le reste. Et depuis, je crois, de 2018, lors de son accident à Riyad. Alors, donc, si nous savons très bien que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, Ali Bongo n'a plus géré ce pays. Mais nous savons qui gérait le pays réellement. C'était Sylvia Bongo et le prince.
Le prince qui? Noureddine. Et Noureddine avec qui? Avec les collaborateurs derrière, que mon grand frère aujourd'hui... Êtes-vous en train de dire que ceux qui n'ont pas été élus par les Gabonais géraient la République gabonaise? Mais bien sûr, c'est-à-dire que nous le savons, ils ont fait semblant. Mais tu pouvais dire quoi? Mais ils faisaient semblant, mais tout le monde le savait. On était là à dire, oui, Ali Bongo, on montre des images d'Ali Bongo, où il reçoit déjà et tout. On savait qu'il ne faisait rien. Aujourd'hui, lorsque Mme Sylvia parle, franchement, moi, je ne sais pas, je me dis, on a un problème. Eh bien, peut-être qu'elle croit que nous, on souffre de la maladie de Stockholm ou quoi, je ne sais pas trop. En fait, c'est mépriser le peuple gabonais. Après tout ce qu'ils ont eu à faire. Parce que s'il faut parler, parce que tout au long du débat, certainement, je vais vous dire ce que moi j'ai subi, ce qu'ils m'ont fait subir. Moi, j'ai été arrêté. Oui, bien sûr, nous allons y arriver. Mais avant que de vous permettre de poursuivre, on va regarder justement la déclaration du porte-parole de la présidence de la République relative, justement, en parlant de ce propos, puisque ce dernier a évoqué plusieurs sujets lors de sa conférence de presse. Mais revenons quand même sur cet élément concernant cette position donnée, cette déclaration de Mme Sylvia Bongo et de M. Noureddine Valentin. On regarde. Au sujet de la déclaration publique et conjointe de Mme Sylvia Bongo Ondimba et de M. Noureddine Bongo Valentin, diffusée le jeudi 3 juillet 2025, dénonçant des actes de torture et des traitements inhumains qui auraient été perpétrés à leur encontre. La présidence de la République prend acte de la dite déclaration. Elle constate par ailleurs avec étonnement qu'alors que, bénéficiant d'une liberté provisoire accordée le 16 mai dernier, les deux inculpés auraient pu employer leur temps à la préparation de leur défense dans l'attente de leur procès devant la justice gabonaise. Ils ont choisi de s'illustrer par ce qui pourrait s'apparenter à une stratégie de diversion et de brouillage judiciaire. L'ensemble des procédures en cours respectent le cadre légal sous l'autorité exclusive des juridictions compétentes. Ces procédures se poursuivent et la justice sera rendue au nom du peuple gabonais, c'est-à-dire pas sur les réseaux sociaux, ni dans les médias, mais bien dans les prétoires de notre pays. L'État gabonais reste donc fermement engagé à défendre la vérité, la justice et la stabilité dans le respect des droits humains et des principes républicains. Puis la rédaction de Gabon 24 s'est rendue également du côté de la maison d'arrêt de Libreville pour rencontrer les personnalités, sinon les autorités en charge de cette maison carcérale pour savoir ce qu'il en était, ce qu'il en est véritablement. Quelles ont été les conditions carcérales de Mme Sylvia Bongo et de M. Noureddine Valentin durant ces 2 dernières années. On regarde. Mme Sylvia, on l'a très bien gardée. On l'a très bien gardée. Moi, personnellement, elle m'a remercié en partant, monsieur le colonel, merci beaucoup, que Dieu vous protège. Elle est musulmane. J'ai dit alhamdulillah. Mais dire que Mme Sylvia a eu des tortures, a eu ceci, cela, c'est de n'importe quoi. Vous avez vu concernant Noureddine, pour que je n'oublie pas, quand ils se sont amusés à prendre le téléphone, à remettre à Noureddine, moyennant une somme d'argent, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 3 agents qui ont été radiés par le haut commandement. Mais c'est suite à ça. Le téléphone est strictement interdit. Madame Sylvia avait une visite consulaire, notamment Madame Degrada, qui est la consul générale de France au Gabon. Elle venait chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Et cette dame sort d'ici, vraiment avec une tête haute en disant « Monsieur le directeur, merci beaucoup d'avoir gardé Madame Sylvia. » On n'a pas vu une fois où Mme Sylvia a dit à cette dernière, voilà, je suis maltraitée, ou voilà, voilà, voilà. Il n'y a pas ça ici, madame, ça n'existe pas. Vous savez, quand on n'a rien à dire, on est obligé de raconter n'importe quoi. Il y a une prison à la présidence. La présidence, il n'y a pas de prison là-bas. La prison, c'est ici. Et celui qui extrait les gens, c'est le colonel Ngoussi, qui vous parle en face. Je n'ai extrait personne. La seule fois où j'ai extrait Mme Sylvia, c'est pour aller au tribunal. C'est pour aller pour la notification, c'est pour quand le juge en charge du dossier a besoin d'elle ou de son fils, en ce moment on l'extrait. Donc sur le plan médical, quand on a vu qu'on ne pouvait plus gérer la situation, qu'est-ce qu'on a fait?
on n'a pas implanté de technique adéquate ici. On était obligé de l'amener à l'hôpital militaire pour qu'elle suive les soins. On est quand même humain, on ne va pas laisser quelqu'un mourir parce que la personne est en détention. Et voilà. À l'issue de ça, le procureur général, le procureur de la République ont décidé qu'elle bénéficie d'une mise en liberté provisoire pour qu'elle suive les soins et puis qu'elle revienne après. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas sortie, hein, elle va revenir. Parce qu'elle bénéficie là d'une mise en liberté provisoire à cause de son état de santé, et elle et son enfant. Donc ils reviendront dans nos locaux. Ils ne sont pas encore sortis. Voilà. Voilà, après cette déclaration que l'on vient de suivre, ces propos du colonel Ngoussi de la prison centrale de Libreville, je reviens, je me retourne toujours vers vous, Gaël Koumba, vous qui êtes appelé affectueusement le général de Mapane. On sait que vous avez vécu des périodes de détention. Lorsque vous regardez cela, lorsque vous prêtez un peu d'attention sur les propos, cette déclaration de Madame Sylvia Bongo, qu'est-ce que cela vous inspire tout de suite? Ben, moi, je pense qu'ils sont aux abois. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils risquent de tout perdre. Et puis, nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, entre l'Angola, l'Angleterre, aujourd'hui la France, pour moi, dans une déclaration il y a 3 jours, je disais que nous avons identifié nos ennemis. L'Angleterre, la France et l'Angola. Qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas fait? En fait, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire depuis? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est avec Ali Bongo et ses enfants ou sa femme? Pourquoi ils interviennent en ce temps-là? Et pourtant, Ali Bongo, lorsqu'il était, soi-disant, entre guillemets, au pouvoir, ils auraient pu venir intervenir ici. Il y avait des prisonniers politiques qui étaient maltraités sous leur règne. Pourquoi ils ne sont jamais venus intervenir? C'est quand Ali Bongo ou Sylvia Bongo et son fils sont enfermés qu'on parle des droits humains. C'est ça. Nous, on a été maltraités sous le règne de Sylvia Bongo. Comment ça, vous avez été maltraité? Ben, moi, j'ai été kidnappé. J'ai fait presque 1 an de prison. On m'a accusé, on m'a donné des chefs d'accusation montés de toutes pièces. Et en cet instant-là même, la justice, elle était instrumentalisée. Cette même justice-là, elle était instrumentalisée. J'ai eu 5 chefs d'accusation, dont l'outrage au chef de l'État, injure aux forces de police, incitation à la révolte, trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs. On me prend avec quelqu'un, c'est comme si en fait, on va au pôle Nord, on prend un Esquimau et on va dans la forêt, on prend un pygmée, on dit ils sont en association de malfaiteurs. À quel moment les deux se sont croisés? C'est ça. C'était ça. C'est ça la réalité. Et qu'est-ce que vous avez fait? Puisque, en réalité, dans la situation de Mme Sylvia Bongo et de M. Noureddine Valentin, il n'y a qu'aujourd'hui, en France, une déclaration commune est produite, des autorités sont saisies, parce que ça relève quand même de leurs droits hein, sur le plan international. Mais moi, j'ai été en France, j'ai porté plainte en France. Pourquoi ça n'a pas eu écho? J'ai porté plainte à Noureddine. La réponse, elle est claire, elle a été claire. On m'a dit que Noureddine n'était pas gabonais. Et que ça n'était pas français, et que ça ne pouvait pas se traiter sur le sol français. Il n'avait pas compétence. Aujourd'hui, Noureddine est français. Aujourd'hui, la plainte de Noureddine trouve son sens sur les Gabonais. Eh bien, le système judiciaire français a compétence désormais sur le Gabon. Je ne suis pas sûr que ce que vous dites est vrai, tout de même, quand même. Ben si, ce que je dis, c'est la vérité. J'ai publié la réponse du parquet de Paris. D'accord. Et je me permettrai de lire cette réponse du parquet de Paris, puisque vous l'avez fait parvenir à la rédaction de Gabon 24, le procureur de la République, à M. Koumba Ayoune, Gaël. Voilà. Monsieur, j'ai été rendu destinataire de la plainte déposée par vos soins le 22 mars 2024, dans lesquels vous faisiez état des faits d'enlèvement et de détention arbitraire dont vous avez été victime entre 2021 et 2023. Cependant, les faits ayant été commis au Gabon, la victime et les mises en cause étant gabonais, le parquet de Paris n'a pas de critères de compétence territoriale pour pouvoir traiter ces faits. Dès lors, je tenais à vous informer par courrier que je procède ce jour au classement de la procédure. Restant à votre disposition pour toute demande complémentaire, je vous prie de recevoir, monsieur, l'expression de ma considération, fait à Paris le 30 juillet 2024, Charline Lepetrecre, vice-procureur, voilà, par autorisation, le procureur de la République. Voilà.
C'est clair comme l'eau. C'est la plainte de Voilà. Silvia est Et dans cette plainte, je vous dis, dans cette plainte, je n'ai parlé que de Nordine. J'ai dit que Nordine et compagnie. Je n'ai pas cité comment dire, les gens qui accompagnaient Nordine, par exemple, les amis de Nordine. Je n'ai pas cité. C'est complice, s'il faut dire ainsi. Je n'ai pas cité les complices, j'ai cité Nordine. Aujourd'hui, Nordine est français. D'accord. Alors, Hier, combien de temps avez-vous passé, par exemple, vous, à la prison centrale de Libreville? J'ai fait 11 mois et je crois 3 semaines. En fait, il me restait 5 jours pour faire 1 an de prison. Et je n'étais pas en droit commun. Ce qu'on appelle le droit commun, c'est en fait, c'est dans les quartiers de la prison, concentré avec tout le monde. Donc vous avez 400, 800 prisonniers. Moi, j'étais en isolement. J'ai fait 1 an en isolement. Fermé de jour comme de nuit, j'ai une toilette à l'intérieur, je fais tout à l'intérieur, je ne sors pas. D'accord. Est-ce que vous saviez au moins ce qu'on vous reprochait véritablement, au-delà des chefs d'accusation qui vous avaient été énoncés? Bon, mais il faut dire que moi, je ne sais pas trop, parce que parce qu'ils ont dit que c'était le mouvement de casserole, lorsqu'ils ont tué des gens dans les PK, moi j'avais intervenu, j'ai dit que ce n'était pas normal. J'ai dit que ce n'était pas normal d'aller tirer sur des gens qui n'étaient pas armés, avec des Kalachnikov, tout le monde le sait, au niveau des PK5. Ils ont tué des gens. J'ai dit que ce n'était pas normal, mais je n'ai pas voulu forcer le bouchon, donc, parce que je savais que si j'allais trop fort, eh bien, ils allaient forcément me rattraper à la fin. J'ai laissé, je me suis éloigné. Et ensuite, on m'a accusé d'avoir participé au mouvement de casserole, que moi, je regardais à distance. Et ils sont venus, ils m'ont kidnappé à ma radio. Ils m'ont amené au B2, j'ai fait 2 semaines au sous-sol du B2. Est-ce que finalement, à cette période, vous avez été interpellé avec d'autres personnes, avec d'autres citoyens gabonais? Est-ce que vous avez quand même été présenté devant le procureur de la République? Est-ce qu'il y a eu une procédure légale en la matière? Oui, en fait, déjà, il faut dire que lorsque vous rentrez au B2, le B2, ils ne sont pas des OPJ. Parce que si vous allez, exemple, dans les commissariats, là-bas, les policiers vont vous lire le droit, ils vont écrire. Vous allez à la DGR, on écrit, c'est les gendarmes et tout le reste. Mais lorsque vous vous retrouvez au B2, le B2, c'est la Gestapo, ça a été toujours la Gestapo. Alors, quand vous arrivez au B2, vous ne savez pas pourquoi on vous a pris. Vous êtes, on vous met une cagoule, et puis vous arrivez, vous ouvrez les yeux, vous êtes dans un sous-sol. Si vous reconnaissez l'endroit, vous savez qu'on vous a ramené au B2, cette fois-ci encore. Comme moi, parce que j'ai été arrêté au moins 15 fois. Donc, quand j'arrive, et puis... Toujours sous le même régime? Sous le même régime, 15 fois. J'ai fait la prison 2 fois, sous le même régime. Alors, lorsque vous arrivez, vous attendez 2 jours, on ne vous dit rien, et puis vous demandez, mais on m'a amené ici, pourquoi? On vous dit, calmez-vous. Et puis on vous appelle, oui, de quoi vous me reprochez? Je n'ai rien à dire ici. Et puis vous restez comme ça, 1 semaine, 2 semaines. Parce qu'en réalité, lorsqu'on vous enferme, on doit vous faire signer la mise en écho. Vous devez signer un document qui dit que vous êtes ici. Déjà au B2, lorsqu'on vous arrête, si vos parents vont là-bas, ils disent que vous n'êtes pas là-bas. Les avocats ne rentrent pas au B2. On était dans un état de droit, il paraît. Les avocats ne rentrent pas au B2. Et mon avocat ne pouvait pas rentrer. Alors, donc, je suis resté 2 semaines là-bas. On nous a pris, non, 13 jours, non, je crois 8 jours d'abord. J'ai passé 8 jours, on nous a amenés devant le procureur. Quand on arrive devant le procureur, en fait, quand j'arrive là-bas, je suis étonné de savoir que je suis dans une procédure, on nous amène les deux, je ne sais pas pourquoi on m'amène avec quelqu'un avec qui je ne marche pas. Donc, on arrive devant le procureur nous fait attendre de 10h à 16h, on nous ramène au B2, on nous dit, ben voilà, allez-y, la procédure est mal montée. On repart au B2, on passe la 2e semaine, quand on revient, on ne rentre plus dans le bureau du procureur, on nous balance chez le juge d'instruction. Et moi, je connais ce scénario-là parce que ce n'était pas la première fois que je fais la prison. Chez le juge, on me balance chez le substitut du procureur. Le substitut du procureur m'entend. Il me dit, mais il paraît que tu as fait... Je dis, il paraît quoi? Moi aussi, chez moi, je n'ai rien fait. Et le substitut du procureur nous balance dans le couloir de la mort. Et le couloir de la mort, c'est en instruction. Dès que vous rentrez en instruction, vous êtes sûr qu'ici, il est 16h, vous allez dormir à la prison centrale. Donc, il était déjà 16h30. J'ai dit à celui avec qui j'étais, je lui dis, bah écoute... on va dormir en prison. Il me dit, c'est pas vrai. Je dis, si, il est 16h. On est dans le couloir de la mort, on va dormir en prison. Et on est arrivé chez, tout justement, la juge qui a été citée dans leur affaire. On est arrivé là-bas. C'est arrivé devant la juge que la juge me fait comprendre que... Parce que moi, je ne connaissais pas de quoi on me reprochait. Pendant 2 semaines. C'est devant la juge me dit, Monsieur Koumba, et elle m'appelle en premier. Monsieur Koumba, oui, venez signer. Signer quoi? Votre mandat de dépôt. Je dis, je ne signe pas. Et je n'ai jamais signé de mandat de dépôt. On m'a envoyé quand même en prison.
La juge me dit, vous êtes poursuivi par le ministère public pour les faits que je venais de citer, les accusations. Outrage au chef de l'État. J'ai dit, j'ai insulté le chef de l'État quand un jour aux forces de police, j'ai dit quoi aux forces de police? Vous les avez traités de vaches. Je dis, c'est des expressions que je n'utilise pas. Je ne connais pas ce que vous êtes en train de faire. Elle me dit, vous signez. Si vous ne signez pas, tant pis, on va appeler votre avocat. Mon avocat est arrivé, il m'a dit, ben, je t'avais dit que ces gens-là te cherchaient, mais tu vas rentrer. Je peux rien. Tu vas partir. Et c'est comme ça que je suis parti en prison. Donc vous voyez, on a monté toutes les pièces et tout le reste. J'arrive et... En fait, quand j'arrive en prison, je me disais, on allait quand même me laisser avec les frères et tout le reste, au moins du bavard, parce que la prison en isolement, vous ne pouvez pas supporter l'isolement. Il y a des gens qui ont supporté l'isolement, exemple comme les gars comme les Blas, et tout le reste, 3 ans d'isolement, 4 ans d'isolement, tu deviens fou, hein. Tu parles à personne. Dans ta cellule, il y a des souris, il y a des cafards, ce sont ceux-là tes amis. Moi, j'avais même un cafard que j'ai hésité de tuer parce que je bavardais avec lui. Donc, voilà. Vous voyez un peu, on vous met en isolement, j'ai rien fait. Je fais 6 mois, je fais une demande de mise en liberté provisoire parce que je perds ma grand-mère en étant en prison, celle qui m'a élevé. Je demande, quand je fais la demande, le lendemain, les gars m'envoient, ils me doublent 6 mois. Vous voyez un peu, ces gars-là, ils avaient du cœur. Et aujourd'hui, ce sont eux qui disent qu'ils ont été maltraités. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on, franchement? Ah ben non, ils vont payer. Ils vont payer tout ce qu'ils ont fait aux Gabonais. Et moi, je suis sûr et certain... Et vous pensez que leur déclaration aujourd'hui ne se justifie pas? N'importe quoi. Ça se justifie en rien du tout. Mais ce sont des gros d'hier. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi? Moi, je sais que derrière tout ça, là, c'est une manœuvre. Ils veulent simplement protéger leurs acquis. Ils veulent mettre la pression sur le président. Et puis, bon, voilà, on va certainement leur dire, bon, il n'y a pas de problème, le bien de Batterie 4, le bien de ceci, c'est là, vous récupérez tout le reste. J'ai dit non. Et nous, on va faire tout pour que le président récupère tout ce qui nous appartient et nous remet ça au peuple gabonais. Il remettra ça au peuple gabonais. Ils ne prendront rien du tout. Moi, je connais quelques immeubles qui les appartiennent. Et si seulement ça les revient, nous, on va aller là-bas. Et je ne dis pas la suite. D'accord, ça c'est votre avis. Georges Mpaga, il y a que dans cette déclaration, Madame Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin disent ceci. Certaines vidéos montrent les hautes autorités judiciaires déclarant agir sur instruction du président Oligui Nguema. Ou encore la juge d'instruction de notre dossier, Leila Ayombo Moussa, pour ne pas la citer, épouse Biam, avouant recevoir ces instructions de la part des militaires du CTRI. D'autres vidéos montrent des aveux de torture et preuves d'actes de barbarie par les militaires. Je pense que, par définition, les magistrats agissent et obéissent à la loi. C'est le code pénal, notamment dans ce cas d'espèce, qui régit, n'est-ce pas, les décisions, la gouvernance du système judiciaire, donc la conduite des magistrats. Vous voyez, Sylvia Bongo, Noureddine Bongo et Ali Bongo sont des bourreaux du peuple gabonais. Ce sont eux qui ont établi les règles de négation de l'état de droit, les règles qui ont institutionnalisé la torture en violation des principes même qui régissent vraiment l'état de droit, en violation des conventions internationales auxquelles le pays est à partie, notamment la Convention des Nations Unies contre la torture. Ils ont mis en place un système de torture, un système d'enlèvement, et le témoignage du général de Mampane est une parfaite illustration vraiment de la capacité de nuisance, la capacité de persécution politique mise en place par ce régime déchu. Donc, Madame Sylvia Bongo, ses allégations ne reposent sur aucun fait réel. Aucun élément factuel ne permet d'attester de la vérité, de la réalité de ses propos. Nous savons ici que Mme Sylvia Bongo a instrumentalisé la justice, elle a contrôlé le pouvoir politique, elle a utilisé la signature, contrefait la signature du président de la République pour gouverner. Elle a gouverné par procuration le pays pendant plus de 5 ans.
Les 5 années de traversée du désert consécutivement à l'AVC de son mari, le président déchu, Ali Bongo, Sylvia Bongo gérait le pays, instrumentalisait la justice, contrôlait les décisions de justice, était au cœur d'un système de prédation. L'argent du pétrole, parlons-en, en Itimboué, dans toutes les zones de production pétrolière, les fonds communautaires, le fonds de développement, toutes les ressources qui auraient pu être octroyées aux communautés des zones riveraines de l'exploitation pétrolière ont été détournées par Sylvia Bongo. Sylvia Bongo est une criminelle en ce sens. Nous avons des preuves. Les preuves peuvent être établies à travers les preuves. Les preuves peuvent être établies au niveau du ministère en charge du pétrole, au niveau du trésor public. De l'argent a été blanchi. Des centaines de milliards de francs CFA sont sortis du trésor public. C'est une personne qui a fait du mal, qui a causé du tort, qui a provoqué, n'est-ce pas, des dommages à tous les niveaux. On a parlé des fonds Covid. Sylvia Bongo a géré à travers sa fondation des fonds Covid. Elle a détourné de l'argent. Plus de 69 milliards ont été détournés des fonds Covid qui étaient en principe gérés par le ministère des Affaires sociales, mais Mme Sylvia Bongo s'est accaparée de ses ressources. Elle a mis en place un système de corruption tentaculaire. Elle a sapé les finances publiques. Elle a détruit le ministère de la Santé. Les fonds, les fonds publics destinés aux fonds de protection sociale qui étaient basés, n'est-ce pas, en ville, à Rénovation. Ce fonds-là, le Fonds social gabonais, a été détourné. Tout l'ensemble de ses ressources ont été détournées par la Fondation Sylvia Bongo. Elle a pillé le ministère de la Santé. Elle a pillé le ministère des Affaires sociales. C'est faux. Pourtant, des actions ont été mêlées. Des faux projets. Elle a mis en place un système de prédation à travers des compétences européens. Elle a mis en place un système de prédation des fonds destinés aux femmes, destinée aux jeunes, destinée au système de protection sociale. Cette dame, elle est une tragédie pour le Gabon. Ali Bongo est une tragédie pour le Gabon. Sa gestion du pays est une véritable tragédie. Le président Oligui nous a sortis de cette tragédie. Et elle mène des actions, malheureusement, qui n'auront aucun effet. Qui n'auront aucun effet au Gabon. Elle sera condamnée et ses biens confisqués. Nous faisons confiance à la justice gabonaise. Nous faisons confiance à la justice gabonaise. Dans cette déclaration, il est précisé que nous remercions de tout cœur la communauté internationale, par exemple. Mais quelle communauté internationale? Quelle communauté internationale? Lorsque les Gabonais étaient massacrés en 2016, la communauté internationale n'a pas daigné se mettre aux côtés du peuple gabonais. Cette communauté internationale, elle fait allusion à quoi? Quand elle parle de communauté internationale, elle fait allusion à quoi? Elle fait allusion aux intérêts mafieux. Elle fait allusion aux pays qui sont les hauts receleurs. Parce que ces États, notamment la France, la Grande-Bretagne, le Maroc, le Dubaï, sont des pays, des États receleurs des produits du crime. Tout l'argent qui a été détourné à travers le trésor public a été blanchi dans ce pays. Les transferts de fonds par centaines de milliards de francs CFA ont permis, n'est-ce pas, d'amplifier les ressources financières dans les banques occidentales. C'est ça le drame. Le Gabon a été victime d'une prédation à grande échelle tentaculaire, à bande organisée avec des intérêts mafieux occidentaux. Le président Oligui a décidé de mettre fin à cette forfaiture. Et donc, il profite des informations d'une démarche fallacieuse pour vouloir attaquer la nouvelle gouvernance du pays. Nous ne sommes pas d'accord. Nous, en tant qu'acteurs anticorruption, en vertu de la compétence internationale, des crimes financiers et des crimes politiques, conformément à 2 dispositions internationales, 2 conventions internationales, c'est-à-dire le statut de Rome, qui régit la Cour pénale internationale, et la convention de Médila, nous allons poursuivre cette famille mafieuse devant les juridictions internationales et devant les juridictions nationales en vertu de la transposition, n'est-ce pas, de ces normes au niveau de notre justice, au niveau de notre code pénal.
Les crimes contre l'humanité, les crimes financiers à grande échelle, la corruption politique, la corruption à bande organisée, le blanchiment des capitaux, etc. Ces différents crimes sont prévus dans le code pénal du Gabon et au niveau international en vertu de la compétence universelle. Donc, des crimes financiers en vertu de la Convention de Mérida, nous allons les poursuivre. C'est une certitude, c'est une vérité. Nous allons agir. Dès la semaine prochaine, nous allons contre-attaquer pour défendre la République, pour défendre la démocratie. Parce que la corruption, la corruption a des effets dommageables sur la démocratie, sur les investissements, sur la santé, l'éducation, sur le développement. C'est un fléau, c'est un cancer. Et cette corruption était tentaculaire, était holistique, généralisée. D'accord. Alors, Georges Paga. Sous le régime d'Ali Bongo, pendant 14 ans, l'économie du Gabon a été prise en otage. Les finances du pays ont été massacrées. Un système de prédation, de corruption politique tentaculaire a été mis en place. D'accord. Le Gabon n'a pas connu de développement pendant ces 14 ans. Georges Paga, vous le dites, vous n'avez pas les preuves. C'est ce qui justifie notre démarche, ce qui justifie notre justification est fondée sur ces éléments-là, le système de corruption, l'argent qui a été blanchi dans les capitaux, dans les paradis fiscaux, le système de prédation des ressources, la traçabilité de tous ces crimes est possible à travers des investigations du Trésor public. Nous pouvons établir la réalité de nos affirmations, la réalité de nos allégations. Nous savons que cette famille a vidé les caisses de l'État. Elle est donc disqualifiée pour prétendre poursuivre les autorités gabonaises. Alors, pourquoi une plainte en France et non pas au Gabon? Nous allons enfin, ça ne s'adresse pas à vous. Je dis pourquoi pour Sylvia Bongo et des plaintes en janvier 2024 au Gabon. D'accord. Nous avons déposé des plaintes en 2020 contre Noureddine Bongo au Gabon. Pendant que sa famille régnait. Nous avons déposé, il y a des plaintes, nous allons se ressusciter ces plaintes. Nous allons les amplifier parce que nous allons impliquer d'autres citoyens pour montrer vraiment la mobilisation nationale autour des procédures contre les biens mal acquis par cette famille. Nous allons déposer à France parce que la France fait partie, est partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption, parce que la France recèle en son sein, dans son territoire, le produit du crime, notamment les biens mal acquis. D'accord. Georges Paga, pourquoi une plainte de Sylvia Bongo et de Noureddine Valentin en France et non pas au Gabon, selon vous? Pourquoi ont-ils choisi de porter plainte en France et pas auprès de la justice gabonaise? Avant que de passer la parole mais c'est l'instrumentalisation. Ils sont dans un système d'instrumentalisation, de corruption. C'est le dysfonctionnement de cette justice française. Vous savez, les réformes ont parfois des contre-coups. Les réformes entreprises par le président de la République... Mais pourquoi parler de dysfonctionnement de justice française, puisque jouissant, eux, certainement de la nationalité française, et ils ont le droit, en tant que citoyens français, peut-être... mais le général ne m'a pas fait allusion tout à l'heure au refus de sa plainte par la justice française. La même justice qui a refusé de mener des investigations sur une victime de ce régime. Une victime de kidnapping organisé par la famille... La famille d'Ali Bongo Ondimba. Donc nous disons clairement que nous n'allons pas relâcher prise. Qu'elle porte plainte en France, nous aussi, nous connaissons le système judiciaire français. Nous avons pris des avocats anticorruption, des avocats sur les crimes contre l'humanité. Moi, j'ai été contacté dernièrement par la justice française sur le dossier de 2016. Nous allons donc amplifier le dossier de 2016 parce qu'Ali Bongo est au cœur des assassinats, des crimes organisés, des enlèvements, du viol des femmes au quartier général de Champigny. Il a ordonné des massacres sur les Gabonais et c'est un individu notoire. Je vous en prie, il s'agit quand même d'un citoyen gabonais. Se permet je vous en prie. De porter atteinte à l'intégrité des gens qui nous ont libérés. Je vous en prie, il s'agit quand même d'un citoyen gabonais. Il faut être dans la vérité. Sans le mouvement de libération du 30 août,
2023, le pays aurait sombré dans une guerre civile. D'accord. Et Oligui Nguema nous a sortis de cette situation. Nous avons l'obligation de défendre la vérité. Nous avons l'obligation de défendre l'intégrité des nouvelles institutions. Sauf qu'Ali Bongo Ondimba a dit être séquestré au Gabon, selon certaines déclarations. Que dire? Moi, je pense qu'à ces niveaux-là, nous avons tous suivi quand la réception, l'audience que le président Ali Bongo a accordée au président de la Centrafrique. On a vu beaucoup de personnes qui ont défilé pour rendre visite au président Ali Bongo Ondimba. Donc à ce niveau-là, je pense que ce que le président d'ici devait faire, c'est de garder profit bas et de comprendre qu'il a eu la protection de l'armée. La protection de l'armée, parce que sinon, la situation allait très mal se passer. Donc, c'est que c'est... Moi, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème, le problème doit se trouver ailleurs, je vous ai dit ça tout à l'heure. Une personne qui est affaiblie et se trouvant hors du pays avec les personnes qui hier disaient qu'ils n'étaient pas normales, qu'ils n'avaient pas leur faculté morale, éloigné de ses parents, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Ce que je peux dire. Vous avez vu là, la plainte du général Mapan, ça a été rejeté. Pourtant, il a porté plainte en Neuroline et qu'on dit aujourd'hui français. Et celle de Neuroline et sa mère est acceptée. Je sous-entends qu'elle n'est pas acceptée, qu'elle serait rejetée de la même manière que celle du général Mapan. Maintenant, M. Agaya, nous sommes au travail. Si vous me permettez, demain, soit par M. Paga, soit par moi, on va vous faire parvenir le listing de ce que nous avons déjà recensé en France, appartenant à Madame Valentine, si c'est Valentin, parce qu'elle ne s'appelle pas Madame Bongo. Non, dans cette déclaration, c'est bien précisé. Hein. Je vous lis Sylvia Bongo Ondimba. C'est pas possible. Parce qu'au tribunal ici, là, elle a dit qu'elle ne s'appelait pas... Vous n'avez pas ça ici à Gabon 24, puisque ça passait constamment. Vous ne pouvez pas trouver cette bande-là et faire passer... voilà, elle est là. Le jour-là, elle n'arrivait pas à parler. Elle montrait comme si elle était perdue et qu'elle ne pouvait rien dire. Quand on l'appelait Sylvia, elle n'est pas Sylvia. Donc moi, je pense que nous avons recensé ce qui est à Londres. On a recensé aussi ce qui est en France. On a recensé ce qui est... le recensement n'est pas terminé. À Dubaï, le recensement n'est pas terminé. Singapour. Si vous me permettez, demain, si ce n'est pas moi, soit c'est Paga, soit c'est Mitsa, soit c'est Ninata, ou Nikes Moulombi, ou l'honorable Le Kogo, qui pourra vous apporter ça, ou bien le vice-président de... Marco Naïs qui pourra vous apporter ça. Il y a des preuves. Vous savez, celui qui connaît ne parle pas. Parce que si vous montrez déjà les failles que vous avez trouvées, la personne va trouver maintenant la possibilité de se défendre. Mais il y a déjà des preuves, parce qu'en peu de temps, ton salaire était de combien de bénéficier de tout ça. Et je demanderai aux Gabonais, si vous êtes des Gabonais, vous êtes au Gabon. D'accord, ce sera votre mot de la fin. Bon, votre message. Donc moi, je pense qu'à partir de là... En regardant bien sûr votre caméra, oui. Sylvia Bongo Ondimba devait se taire. Parce qu'elle ne s'appelle pas Sylvia Bongo Ondimba. Elle s'appelle Sylvia Valentin ou Valentine. Donc, qu'elle reste tranquille, qu'elle vienne répondre. Qu'elle vienne, quand il y aura le procès, puisqu'il y aura procès, qu'elle vienne répondre au Gabon. Et ces complices qui sont aussi au Gabon, il faudrait que ces complices dénoncent. Ils doivent dénoncer. Parce que quelque part, si tu ne dénonces pas, on va toujours découvrir que vous êtes des complices. Donc cette plainte-là ne pourra pas prospérer en France. Parce que si elle prospère, c'est parce qu'il y a l'histoire du manganèse. Si elle arrive à prospérer, c'est à cause de l'histoire du manganèse. Si elle arrive à prospérer, c'est à cause des histoires de thon qu'on pêchait ici, là, même les petits poissons qu'ils ramassaient et tout ça. C'est parce qu'on a interdit que désormais, il faut maintenant qu'on paye la douane. Ce sont ces problèmes-là qui amènent tout ça. C'est l'île Mbagné qui amène tout ça là. Mais ça, c'est fini. Si ça ne marche pas, on coupe les ponts, on fonctionne avec les autres pays. D'accord. C'est votre avis et nous respectons votre avis. Voilà.
Gaël Koumba Ayoun. Moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, tout ça, ce n'est que... C'est un manège. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez, aujourd'hui, ils sont aux abois. Ils ont pillé énormément le pays. Et sortir de là sans rien, ce serait vraiment une grosse catastrophe pour leur famille. Ils peuvent se retrouver à la rue, dans les rues de Paris. Dans 2 ans, 3 ans, on a vu des clochards milliardaires. On a vu des milliardaires clochards. Voilà. Donc, pour moi, tout ça, c'est un manège. Et moi, je pense que derrière, il y a des gros lobbies qui veulent mettre la pression sur le président. Mais nous, on estime que nous sommes des Gabonais. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'avoir un langage xénophobe pour dire que le Gabon appartient aux Gabonais. Non, nous avons rêvé longtemps avoir au sommet de l'État un enfant dont le cordon ombilical est coupé et enterré sur cette terre. Un enfant dont la famille s'y trouve. Un enfant dont les parents sont toujours au village. Parce qu'aujourd'hui, avoir un président de ce genre, c'est carrément être au cœur même de la chose. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est un fils de ce pays, et sa femme, qui est une fille de ce pays, nous, on préfère même que ça soit de l'argent, si on nous prend de l'argent dans notre pays, qu'on aille construire à Lebamba, qu'on aille construire à Ngoni, qu'on aille construire à Oyem, tant pis. Mais nous, ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Notre argent à Singapour, notre argent en France, notre argent est parti par là. Et non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Et la pression qu'ils sont en train de mettre au président, elle ne passera pas parce que nous, les jeunes que nous sommes, nous allons faire une marche pour mettre en garde tous ces gens qui sont derrière, parce qu'on sait que derrière Sylvia, il y a des gens qui tirent les ficelles et on les a déjà identifiés. Alors nous allons faire une marche pour mettre en garde tout ce monde et dire, vous nous laissez tranquilles, nous avons élu notre président. Sylvia, ils ont pillé le pays, ils vont répondre devant la justice. C'est tout. Et rendre ce qui revient aux Gabonais. D'accord. Ce qu'ils ont voulu. Georges Paga. Ben, je disais dans mon propos liminaire, Oui. à l'occasion de cette émission, que la gouvernance d'Ali Bongo fut marquée par une corruption tentaculaire, d'une corruption généralisée à grande échelle. On va dire une corruption, je vais dire une corruption holistique. Donc qui touchait, n'est-ce pas, l'ensemble des secteurs de notre société. Cette corruption s'est traduite par un détournement de plus de 10 milliards de dollars. Donc l'action principale du gouvernement et de la société civile, c'est de mettre en place des mécanismes internationaux, notamment la coopération judiciaire internationale, au titre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, pour le recouvrement des avoirs. Les avoirs, donc le produit du crime. Tout l'argent qui est, les 10 milliards qui ont été détournés et qui ont été planqués dans les paradis fiscaux, au Maroc, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, à Dubaï et à Singapour. Voilà les paradis fiscaux qui résultent du système de corruption dont Ali Bongo et sa famille et son clan sont les principaux architectes. Donc cet argent doit revenir au peuple gabonais. Les Nigériens ont récupéré 10 milliards de dollars du dictateur Abacha. Donc le tyran Ali Bongo a volé, pillé avec sa famille. Et aujourd'hui, il utilise et instrumentalise la justice. Vous n'avez pas les preuves de ce que vous affirmez. C'est quelqu'un qui a organisé ce système. D'accord, je vous en prie, il s'agit tout de même d'un compatriote gabonais. Un compatriote qui est poursuivi par la justice. Un compatriote qui a commis des crimes. Un compatriote dont le souvenir reste macabre. Les Gabonais ont produit le coup de libération. Vous voulez dire qu'il doit être poursuivi par la justice? J'ai dit les Gabonais ont accueilli le coup de libération avec joie. Parce que le coup de libération a permis de mettre fin à cette forfaiture de 14 ans. Donc nous allons défendre la démocratie à travers des procédures judiciaires que nous allons engager. C'est vraiment la vérité, c'est la réalité des faits, puisque nous avons établi un certain nombre de preuves sur la responsabilité d'Ali Bongo en matière de crimes financiers et en matière de crimes politiques. Donc c'est la posture de la société civile, une posture qui va permettre d'établir la responsabilité de ce régime dans le massacre de notre économie, dans la persécution des acteurs politiques et surtout dans les assassinats. Donc Ali Bongo est disqualifié, ces démarches sont malhonnêtes et malsaines. Ils ne sont pas les personnes indiquées pour pouvoir agir et prétendre porter des plaintes contre ceux qui incarnent
n'est-ce pas, le renouveau démocratique du Gabon. Cette famille symbolise le mal absolu, symbolise la corruption, symbolise vraiment un passé tragique pour les Gabonais. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et j'espère pouvoir vous retrouver très prochainement pour débattre d'autres questions autour de l'actualité gabonaise. Je rappelle qu'en seconde partie de cette émission, Gaston Menougani était de nôtre, Gaël Koumba Ayoun dit le général des Mapan, Georges Mpaga, il y avait également Pierre Minsa, Aminata Mendogo qui était également avec nous sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis, d'où que vous soyez. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24. Au revoir.